Le train s'arrête brusquement, il y a une annonce sur toutes les voitures concernant l'arrivée à Shanghai, ainsi que pour que les passagers n'oublient pas leurs affaires. L'homme au premier rang était toujours assis sur son siège. L'agent de bord a supposé que l'homme s'était endormi. En se rapprochant, elle informe personnellement l'homme de son arrivée à Shanghai. Le gars tourne son attention vers l'agent de bord et s'excuse pour l'attente. Le gars se lève lentement et récupère ses affaires. En passant, il remercie l'hôtesse de l'air avec un sourire. En sortant dans la rue, le gars s'aperçoit qu'il n'est pas venu à Shanghai depuis 3 ans. Ayant atteint l'escalier roulant et montant, le gars fut très surpris que tant de choses aient changé en si peu de temps. À ce moment-là, une jolie fille passait devant le gars. Nelin a essayé de ne pas s'inquiéter de tout, mais la fille a attiré son attention. En analysant l'apparence de la fille, le gars a remarqué qu'elle était très belle et il espérait sincèrement que la fille n'était pas une tueuse professionnelle. À ce moment-là, un inconnu s'approchait lentement derrière la jeune fille. L'homme sort tranquillement un couteau tout usage et étend la lame. D'un léger mouvement de la main et totalement inaperçu, l'inconnu fait un trou dans le sac de la jeune fille et prend le téléphone. Nelin, non indifférent, s'en aperçoit et s'en prend immédiatement au voleur. Après avoir rattrapé l'homme, le gars le tient par l'épaule, il exige de donner immédiatement le téléphone de la fille. Nelin regarde l'homme avec un visage sérieux, le rendant légèrement nerveux. En serrant les dents, le voleur demande d'où vient ce type, avertissez-le de ne pas se mêler de ses affaires, car il aurait des ennuis. Nelin serre l'épaule de l'homme avec un sourire narquois, le faisant se tordre de douleur. Le voleur sort soudainement un couteau et tente de frapper le gars d'un coup sec, il l'avertit à plusieurs reprises de ne pas intervenir. Sans plus tarder, Nelin s'approche de l'homme et lui attrape la main avec un couteau tout usage. Le gars se tord la main, ce qui empêche l'homme de tenir le couteau, le voleur se tord de douleur. Nelin précise une fois de plus si le voleur souhaite poursuivre son combat, l'homme, serrant les dents, déclare qu'il a eu de la chance et qu'il ne l'oubliera pas. Le voleur se met soudain à courir, Nelin souligne que la sécurité à Shanghai est très mauvaise. Tenant le portefeuille de la fille, le gars parcourt rapidement la pièce à la recherche de la fille, la voyant se diriger vers la sortie, il l'appelle. La fille se retourne à la voix du gars, Nelin informe de la découverte de son portefeuille. Une fille au visage sérieux demande au gars de lui tendre la main, Nelin ne comprend pas de quoi parle la fille. Le gars commence immédiatement à analyser la proposition de tendre la main, il suppose que la fille veut lui envoyer son numéro par SMS. La fille demande à plusieurs reprises que le gars lui tende la main, Nelin ajoute qu'il n'a pas besoin de gratitude, car ce n'est rien. Le gars fronça également les sourcils, car il ne comprenait pas pourquoi la fille demandait avec tant d'insistance de lui tendre la main. Ne voyant aucune autre option, Nelin accepte et décide de tendre la main. En tendant la main, il demande à la jeune fille ce qu'elle veut faire de lui. La fille menotte silencieusement le gars. Ne s'attendant pas à cela, Nelin a été choqué par cette action, il explique immédiatement pourquoi la fille a fait cela. Nelin a été indigné par cet acte, la jeune fille se présente comme un policier, ajoutant qu'elle cherchait des pickpockets et qu'elle en avait croisé un à l'instant même. Serrant les dents, Nelin commençait déjà à réfléchir à la manière dont il pourrait restaurer sa réputation. Marchant après la fille, Nelin essaie d'expliquer la situation, car ce n'était pas un voleur, mais juste un gentil gars qui a rendu le portefeuille. La fille écoute le gars avec un sourire, elle ne croyait pas ses paroles, la jeune fille soupçonne Nelin d'essayer de la tromper. Ne voulant plus écouter d'excuses, la fille donne un coup de pied au mec. Sortant le téléphone, la jeune fille appelle le posté, se présentant comme Tanguine, appelle des renforts. Le gars a souri face à cette situation, car la fille ne savait pas qu'il était un agent infiltré. Le gars est mis dans une voiture de police, Nelin ne pouvait pas imaginer qu'il serait arrêté comme petit délinquant. La voiture arrive rapidement au commissariat local, où Nelina est emmenée. Ayant été amené dans la salle d'interrogatoire, le type est assis sur une chaise, Nelin n'était pas du tout inquiet de la situation. La fille, voyant un gars détendu, décide de découvrir pourquoi il sourit. Le gars souligne que l'uniforme convient mieux à l'officier Tang que les vêtements ordinaires. Le gars regarde la fille de la tête aux pieds. Avec un sourire, il ajoute qu'il est gêné que l'uniforme soit trop petit pour la jeune fille. Tang déclare avec embarras que sa forme est normale et pas petite du tout, traitant le gars de petit tyran. Toujours souriant, Nilon demande à l'officier Tang de ne pas être en colère contre lui. Le gars, ne voulant pas s'arrêter, ajoute qu'il voulait juste souligner la silhouette élancée de la jeune fille en uniforme. La jeune fille n'était pas satisfaite des compliments du criminel, Tang demande à Nelina de se présenter. Le gars se présente comme étant Y Zifeng. La fille décide également de clarifier le sexe du gars, ce à quoi elle reçoit immédiatement la réponse que c'est déjà évident. En continuant à remplir le formulaire, la jeune fille précise le type d'activité du gars. Avec un sourire, Nelin répond qu'il est le patron. Se levant de sa chaise, la jeune fille lui pose à nouveau des questions sur son métier, ne croyant pas que le gars puisse être le patron. Nelin, avec un visage sérieux, déclare qu'il dit la vérité et qu'il est le PDG de la Fondation Angèle. La fille frappe la table, elle ne croit toujours pas un seul mot de ce que dit le gars. Tang déclare qu'elle connaît la Fondation Angèle et qu'elle a été récemment fondée. Après tout, en seulement 3 ans, l'entreprise a pu se développer. Le gars a regardé calmement la fille,
mais elle a continué à affirmer que Nelin ne pouvait pas travailler dans une entreprise aussi gigantesque. Tan exige que le gars commence à dire la vérité. La jeune fille s'intéressait à sa relation avec le groupe de la gare, ainsi qu'à sa position. Imperturbable, le gars continue de prétendre qu'il n'est pas un pickpocket et ne comprend pas du tout de quoi il parle. Tan explique comment le gars peut prouver qu'il ne fait pas partie d'un groupe à la gare. Le gars déclare qu'il a des doutes sur la santé mentale de la fille. Assis à table, le gars sort son short, il est intéressé. Pourquoi a-t-il dû retourner sur les lieux du crime et restituer l'argent? Tan exige que Nelin arrête de la tromper. La fille semble être un type étrange, même si ce n'est pas un pickpocket. En colère, la jeune fille prend le short des mains du gars et le jette de côté. Le gars était confus par de telles actions. Tan était en colère contre Nelin, il lui semblait que le gars essayait de faire d'elle la risée. Le gars met ses mains derrière la tête, il décide de rappeler au policier qu'on ne va pas en prison pour suspicion, en lui demandant si la fille est au courant. En frappant la table, la jeune fille demande au gars de se calmer et de donner son adresse résidentielle. Nelin explique qu'il vit avec son cousin. Tan, décidant qu'elle a trouvé un indice, demande avec un sourire au gars de donner l'adresse. Le gars donne l'adresse, Shanghai Longjiang Garden, qui parut immédiatement étrange à la jeune fille. Le visage confus, elle précise également le nom du cousin de Nelin, le gars le présente comme Ouyang Zhenyuan. Après avoir évoqué son cousin, la jeune fille ajoute qu'elle pense que le gars est innocent et que Nelin n'est pas un pickpocket. Le gars rappelle en souriant qu'il a déjà expliqué qu'il n'était pas un fraudeur, mais la fille n'y croyait pas. Tan, montrant le gars, explique que même s'il n'est pas un fraudeur, il lui a menti en se faisant appeler le PDG de la fondation Angèle. Tang ajoute qu'Ouyang n'a pas de cousin, affirmant que le gars essaie de continuer à l'induire en erreur. Le gars explique qu'il a dit la vérité sur tout cela et la fille peut se renseigner à son sujet. Posant son stylo sur la table, la jeune fille déclare qu'elle se renseigne déjà sur lui. Avec un sourire, elle appelle son oncle Zhenyuan, en se présentant par son nom. Elle sentait qu'elle avait découvert Nelin et donc, pointant son doigt vers le gars, elle expliqua que le gars ne pouvait pas continuer à faire comme si Zhenyuan était déjà en route vers la gare. Le gars était en partie étonné que Tang connaisse son oncle Zhenyuan. Mais Neluna était d'accord avec ça, car après tout, il n'aurait pas besoin d'appeler un taxi. La fille se demandait comment le gars continuerait à sortir après l'arrivée de Zhenyuan. 20 minutes plus tard, l'homme était déjà au poste. La jeune fille salua son oncle, l'homme était également heureux de le rencontrer, mais il ne comprenait pas pourquoi il était appelé de manière si urgente. Pointant du doigt Nelin, il demande à l'homme si ce type est son cousin. L'homme a été stupéfait par une telle rencontre au commissariat. Le gars appelle son cousin, il n'en était pas moins content que l'homme soit venu le chercher. L'homme appelle le gars son cousin, s'approchant de Zhenyuan, il pose sa main sur l'épaule de Nelon, se demandant quand le gars est arrivé et pourquoi il ne l'a pas prévenu. Nelin explique qu'il a été arrêté par un policier dès son arrivée au commissariat. Prenant le gars sous l'épaule, l'homme ajoute que Tan a attrapé le mauvais, car Nelin est en réalité son cousin. La jeune fille fut étonnée par cette déclaration. Tan ne pouvait pas croire que son oncle avait un autre cousin pendant tout ce temps. La jeune fille était confuse, se reprochant son incompétence. Avec un sourire, Nelin demande de lui retirer les menottes, laissant entendre qu'il est après tout l'oncle de la jeune fille. Toujours étonné, Tan demande si Nelin est son oncle. Nelin explique que puisque la fille appelle son cousin oncle, alors il devient automatiquement son oncle. Par colère, la jeune fille jette les clés au gars, ajoutant qu'il est un scélérat arrogant qui l'incite. Nelin parvient à esquiver. En quittant la gare, l'homme conduit Nelin jusqu'à la voiture. Le gars pense qu'ils n'ont pas été tout à fait hospitaliers avec lui au commissariat. L'homme invite Nelin à monter dans sa voiture. Après avoir plié son sac, le gars s'assoit avec l'homme sur la banquette arrière. Zhenyuan ne pouvait pas se pardonner une telle hospitalité, il se reprochait une telle visite à Shanghai. Le gars déclare qu'il s'en fiche, suggérant qu'il discute de choses plus importantes. Après tout, il a été invité par le gros homme Luo à trouver un homme à Shanghai. Nelin se demande s'il sait pourquoi il avait besoin de venir en ville. Zhenyuan était étonné que le gars ait appelé le gros général Luo, il supposait que Nelin était le seul à pouvoir se le permettre. L'homme suggère d'en discuter plus tard et de visiter d'abord sa maison. Le chauffeur Zhenyuan se dirige lentement vers la maison de l'homme. Après avoir franchi la barrière à l'entrée du domaine de Zhenyuan, la voiture s'arrête à l'entrée. Le gars demande où ils sont arrivés, il était quelque peu étonné par l'ampleur de la maison et du site lui-même. L'homme invite le jeune maître à ne pas s'attarder et à le suivre. En entrant dans une maison luxueuse, un homme appelle sa fille Bosé, le gars a continué à inspecter les meubles coûteux et la maison dans son ensemble. L'homme demande à plusieurs reprises si sa fille est à la maison. Une fille s'est présentée au 2e étage, Nelin suppose qu'il s'agit de la fille de Zhenyuan. La jeune fille descend lentement du 2e étage, le gars est émerveillé par l'apparence de la fille. Beau sourit et demande si son père a prévu une réunion. L'homme sourit et demande à Nelin comment va sa fille Bosé, le gars donne à la fille une note de 8 sur 10. La fille au visage sérieux se demande qui est ce type. Zhenyuan présente le gars comme un docteur en sciences revenu de l'étranger. Beau invite son père à renouer ses amitiés, sans écouter la jeune fille, l'homme la pousse vers Nelin, il lui demande de sous-estimer sa fille,
car elle fait partie des 10 élèves talentueuses de la classe de piano. Le gars et la fille se figèrent, ils se regardèrent en silence. Zhen Yuan ajoute que le couple devrait se marier dans 2 mois, tout le monde a été étonné par cette déclaration. La jeune fille déclare avec colère qu'elle ne comprend pas comment son père en est arrivé là et essaie de le faire passer pour un étranger. Un homme au visage sérieux rappelle que le couple a 2 mois pour faire connaissance. Fatiguée de se disputer, la jeune fille s'assoit sur le canapé, elle déclare que de sa vie elle n'épousera pas un étranger, Nelin note que la fille est beaucoup plus mignonne lorsqu'elle est en colère. La fille traite le gars de scélérat, puis jette l'oreiller, avec un sourire, le gars ajoute que même si la fille se comporte comme un garçon manqué, Bo a toujours des traits féminins visibles. La fille est devenue encore plus en colère, après quoi elle a décidé d'attaquer le gars. Nelon suggère que la fille de Zhen Yuan prend non seulement des cours de piano, mais étudie également les arts martiaux. En balançant sa jambe, la fille essaie de frapper le gars, Nelin parvient à attraper la jambe de Bo. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas bouger sa jambe, le gars baissa la tête. Après quoi, il rejette la jeune fille de toutes ses forces. Bo n'a pas le temps de réagir et tombe sur le canapé. À ce moment, le gars écrit une salutation à la fille. Incapable d'admettre sa défaite, la jeune fille déclare à plusieurs reprises qu'elle va tabasser le gars. L'homme, ne voulant pas continuer à regarder le combat, parvient à saisir le poing de la jeune fille. Il rappelle qu'il n'est pas courant pour une fille honnête de se battre. La jeune fille bouleversée demande pourquoi son père est du côté de l'inconnu. Zhen Yuan rappelle que Nelin est maintenant son fiancé et qu'elle ne peut pas communiquer avec lui comme ça. Sans écouter son père, la jeune fille monte brusquement à l'étage en disant qu'elle n'aime plus son père. Un homme court après une fille, Nelin regarde silencieusement ce qui se passe. Après avoir rattrapé la fille, l'homme explique qu'il avait ses propres raisons de faire cela. Repoussant la main de son père, Bo décide de se plaindre auprès de son grand-père. Zhen Yuan regarde silencieusement le gars s'asseoir à la table du salon. L'homme explique qu'il détient 25% des actions de l'ensemble de son entreprise. Il rappelle également que l'entreprise fait ceci et cela. La jeune fille se couvre la bouche et suggère que son père l'a vendue. Zhen Yuan explique qu'il s'agit d'une mesure temporaire et qu'il annulera les fiançailles le moment venu. La jeune fille décide de demander à nouveau si son père dit la vérité. Fermant les yeux, l'homme déclare que c'est la vérité absolue et il jure. En larmes, Bo ajoute que son père doit se dépêcher car elle ne pourra plus supporter cela très longtemps. La jeune fille ferme la porte au nez de son père. De retour dans le salon, l'homme remet une lettre de recommandation de l'université. Zhen Yuan ajoute qu'à partir de demain, le gars étudiera avec Bozé pour développer des relations mutuelles. Après avoir éteint la cigarette, Nelin se demande ce que l'homme voulait dire lorsqu'il lui a annoncé son mariage. Zhen Yuan explique que c'est l'idée du vieil homme Y. Alors qu'il part, l'homme explique qu'il doit assister à quelques réunions. Le gars reste seul dans le salon, toute la maison était à sa disposition. À ce moment, dans le bureau, un homme de grande taille demande où se trouve actuellement Zifeng. L'un des subordonnés rapporte que le gars vit actuellement avec M. Yu Yang. L'homme se demande ce qu'il sait, il ne comprend pas de quoi d'autre ce gars a besoin quand il a autant d'argent. L'homme leur rappelle qu'il leur suffit de suivre le protocole et d'obéir. L'un des subordonnés suggère que puisque le gars est à Shanghai, la situation dans la ville pourrait empirer. L'homme potelé pense que tant que le gars sera à Shanghai, cela n'arrivera pas. Le subordonné se souvient du massacre de Shanghai de la Dragon Soul Team et comment, après avoir perdu 9 personnes, personne d'autre n'y est apparu. L'homme potelé se lève de table, il ajoute que Zhen Yuan est une excellente cible pour repérer tous les opportunistes, ils ne peuvent qu'attendre. L'homme veut identifier absolument toutes ces personnes. Le subordonné rappelle qu'il n'y a qu'un seul gars, un homme potelé lui demande encore. Il explique que le gars ne se bat pas seul, car l'âme des dragons est derrière lui. L'un des agents se demande pourquoi son patron a décidé de marier le gars à la fille de la famille Wu Yang. L'homme explique cela par une bonne couverture et un accès sans entrave au domicile de la famille Wu Yang. À ce moment, le téléphone du patron sonna, l'homme suppose qu'il s'agit de Nelin. L'homme accueille le petit Feng avec un sourire, le gars l'appelle Fat Man Lo, il n'était pas content de cette situation et envisage de revenir tout de suite et de faire sauter le bureau du gros homme. L'homme explique qu'il s'agit d'un ordre de l'ancien patron, que Nelin écoute. Feng précise que sa mission est à Shanghai, à savoir épouser la fille de Zhen Yuan. L'homme le confirme. Après avoir écouté le gros homme Lo, le gars raccroche et allume une cigarette. Feng remarque la porte ouverte de la chambre de Bozé. Décidant de regarder à l'intérieur, le gars observe les sous-vêtements de la jeune fille. Il fut surpris que Bo ne ferme pas la porte de la pièce. En entrant, le gars observe une fille en serviette devant la porte de la salle de bain. Incapable de se retenir, Feng se dirige vers la porte, supposant que puisqu'il est le marié, il a le droit de regarder en toute impunité. À ce moment, une fille sort de la douche, elle était excitée par la présence de Feng. Le gars a continué à regarder la fille avec la serviette, cela a fait crier Bo après le gars. La fille jette un miroir au gars, ajoutant que personne n'a autorisé Feng à entrer dans sa chambre. Avec un sourire, le gars explique que ce n'est qu'un malentendu. Bo, toujours en colère contre l'action de Feng, décide de lui donner un coup de pied. Le gars essaie d'arrêter la fille. La fille donne un coup de pied au gars sur l'épaule,
mais il parvient à écarter la tête. Sans aucun mot, le mec se jette sur la fille et la prend par les jambes. Feng prend la jeune fille dans ses bras, ce qui l'indigne encore plus. Bo a continué à traiter le gars de scélérat. Le gars met la fille sur le lit et se dirige rapidement vers la sortie. La jeune fille a continué à le traiter de scélérat et honté. En sortant, Feng dit bonsoir à Bo. En ouvrant la porte une seconde, le gars remarque que les sous-vêtements de la fille avec Hello Kitty lui vont, en faisant un clin d'œil. La fille jette un oreiller vers la porte, mais le gars parvient à la fermer. Le soir est venu et Feng décide de prendre une douche avant de se coucher. J'attends que le gars aille aux toilettes. Bo entre dans la chambre et verse de la poudre contre la gale sur le lit. La jeune fille rit méchamment de ce qu'elle a fait. Elle voulait donner une leçon à ce gars. La fille a imaginé avec un sourire comment le gars s'allongerait sur le lit et elle le prendrait en photo avec de quoi le faire chanter. Une heure s'est écoulée, mais Feng n'est toujours pas sorti de la douche. La fille se mit à bâiller, elle ne comprenait pas pourquoi le garçon n'avait toujours pas rampé jusqu'à son lit. En essayant de ne pas s'endormir, la fille prend ses joues, elle voulait prendre cette photo. À ce moment-là, le gars était toujours allongé sans souci dans le bain chaud. Le corps du gars était couvert d'un grand nombre de cicatrices et de blessures par balles. Le gars était allongé et se souvenait du temps passé sur le champ de bataille. Se souvenir de ces moments terribles et de la mort de ses camarades. Un de ses amis tente d'arrêter le type, car il était sous une pluie de coups de feu. Le gars a remarqué que beaucoup de temps s'était écoulé depuis ces événements, mais il ne pouvait toujours pas l'oublier. Feng remarque du mouvement devant la porte, le gars quitte lentement la salle de bain. Voyant qu'il était déjà l'aube devant la fenêtre et qu'il était resté allongé dans le bain tout ce temps, le gars enfile ses vêtements et décide de vérifier qui se cache derrière la porte. Ouvrant grand la porte, la jeune fille tombe directement dans les bras de Feng. Bo se réveille immédiatement, elle était gênée d'être si proche du gars. La jeune fille avait peur en même temps, elle a demandé à être libérée immédiatement. Avec un sourire, Feng appelle la fille sa petite femme, il se demandait pourquoi la fille l'espionnait toute la nuit. La jeune fille rougit profondément, elle déclara qu'elle ne regardait pas, mais qu'elle somnambulait la nuit. Le gars dit que le somnambulisme peut être guéri et qu'elle devrait en prendre soin. Repoussant le gars, Bo répond qu'il ne devrait pas y penser. La fille sort en courant de la chambre du gars, embarrassée. Bo réfléchit à la façon dont elle pourrait faire sortir Feng. Le gars remarqua avec un sourire que la fille était très gentille lorsqu'elle était en colère. Dans la rue, on comprenait déjà pourquoi le gars avait décidé de se promener. En marchant dans la rue, le gars a essayé de trouver un endroit calme pour s'entraîner. Arrivé à un petit lac, Feng se contenta de cet endroit, où il décida de s'installer. Pendant l'échauffement, le gars décide de se souvenir des arts martiaux. Lorsque l'entraînement commence, le gars fait attention au mouvement derrière son dos. En se retournant, le gars observe un homme âgé qui l'observe. En se rapprochant, l'homme remarque que Feng possède un magnifique équipement militaire. Le gars, en se frottant l'arrière de la tête, explique qu'il cherchait spécifiquement un endroit isolé où il ne se ferait pas remarquer. Le vieil homme ajoute qu'il ne voit rien de mal à s'entraîner. L'homme décide d'inviter le gars à s'entraîner avec lui. Le gars ne savait pas comment répondre à cette proposition. L'homme ajoute en souriant qu'il n'aurait même pas dû suggérer une telle bêtise. Feng explique que ce n'est pas une question de désir, mais de son inexpérience, donc le gars ne veut pas décevoir l'homme. L'homme décide quand même de faire quelques combats légers. Se tenir debout et échanger plusieurs techniques. Feng remarque que l'homme est un artiste martial. L'homme exécute une autre technique et frappe la main de Feng. Feng ajoute que cet homme est un artisan très qualifié. L'homme remarque également que le gars est assez fort, il devient curieux de connaître l'identité de Feng. Le soleil s'est levé assez haut, illuminant toute la clairière où se déroulait le combat. Feng décide de mettre fin à cette situation d'une manière ou d'une autre, ne voulant pas montrer sa vraie force. Par conséquent, le gars rate l'un des prochains coups de l'homme. Feng remarque qu'il n'est pas assez bon, c'est pourquoi il a raté le tir. Feng le remercie pour le combat, qualifiant l'homme de mentor. L'homme se tourne vers Feng avec un sourire, il note qu'il a remarqué comment le gars a délibérément perdu ce combat. Je ne trouvais rien à dire, Feng sourit à l'homme. À ce moment, Tan arrive au lac et demande à l'homme de se dépêcher, car toute la famille est déjà à table et n'attend que lui. Feng se souvient de la jeune fille et souligne que le monde est assez petit. La fille remarque aussi le gars, l'homme sourit silencieusement sur le côté. Après avoir salué Tan, le gars essaie de dire bonjour à la fille. Tan crie et essaie de comprendre ce que Feng a oublié dans leur région. En regardant de côté, le gars demande en plaisantant s'il enfreint une loi. Cela met encore plus la fille en colère, alors il décide de partir. Après avoir récupéré son grand-père, elle le ramène chez elle. Un homme se demande si sa petite fille connaît un homme, Tan l'écarte silencieusement. En se retournant, l'homme propose une autre séance d'entraînement le lendemain. Feng salue l'homme avec un sourire, la jeune fille continue d'escorter l'homme jusqu'à la maison. Tan trouve étrange que ce type soit dans leur coin. Après tout, Ouyang a emmené Feng hors de la gare. Effrayée, la jeune fille se rend compte que son oncle a placé le gars dans la villa d'Ouyang. En serrant les dents, la jeune fille décide de ne pas laisser le gars offenser Bosé. L'homme décide toujours de clarifier qui est ce gars. Une fille traite un gars de menteur qui l'a mise en colère au travail. L'homme ajoute que Feng est toujours un parent de Fren Yuan. La jeune fille explique qu'elle-même ne comprend pas tout.
car elle était totalement incapable de recueillir des informations sur la vie du gars, c'était comme si quelqu'un avait effacé tout ce qu'il avait fait auparavant. L'homme dit avec un sourire que c'est assez intéressant, la jeune fille se demande ce que son grand-père voulait dire par le mot intéressant. L'homme demande de ne pas y prêter attention, ajoutant que certaines personnes auront probablement des problèmes. L'homme considère Feng comme un bon allié qui aidera à résoudre de nombreux problèmes de la famille Ouyang. Il était déjà midi dehors, Feng avait terminé sa promenade et rentrait chez lui. En arrivant au manoir, le gars se dirige lentement vers la maison. Ayant décidé de préparer le petit déjeuner, le gars se dirige vers la cuisine. En entrant, Feng observe Bo assis à table. Le gars accueille la fille avec un sourire, l'appelant sa petite femme. Bo regarde le gars avec surprise. La fille demande au gars de préparer son propre petit déjeuner. Avec un sourire, le gars explique que le pain sec et le lait froid ne constituent pas un petit déjeuner nutritif. En regardant dans le réfrigérateur, le gars remarque une grande quantité de nourriture. Feng se demande pourquoi la jeune fille ne sait pas préparer un petit déjeuner normal. Bo répond que ce ne sont pas les affaires du gars. Ne voulant pas être près de Feng, la jeune fille se rend dans la pièce pour regarder la télévision. Bo s'assoit silencieusement sur le canapé et allume la télé. Le gars regarde la fille avec un sourire, puis se retourne et commence à préparer le petit déjeuner. La jeune fille continue de regarder la télévision sans prêter attention à ce qui se passe dans la cuisine. Sentant l'odeur, la jeune fille ne peut pas résister et regarde la cuisine. Elle remarque que ça sent assez bon. Le gars finit de s'affairer dans la cuisine et met de délicieuses nouilles sur la table. Feng invite la jeune fille à goûter ses plats avec le sourire. La jeune fille, incapable de se retenir, s'approche lentement de l'assiette de nouilles. Il déglutit difficilement à cause de l'odeur. Se rappelant qui est devant lui, Bo arrête de rêver et se détourne du gars. Les mains jointes, la jeune fille pense qu'elle ne se laissera pas avoir par de tels tours avec une assiette de lachka. Avec un sourire, le gars soulève les nouilles, leur rappelant à quel point elles sont délicieuses. La fille rougit et pense que ce ne sont que des nouilles et qu'elle n'est pas particulièrement intéressée par quelque chose comme ça. Feng décide de mettre fin à la dispute en laissant entendre que si la fille ne veut pas manger, il goûtera lui-même les 2 portions. Bo comprend que le gars la taquine délibérément, notant qu'il s'agit d'une pure provocation. À ce moment, le ventre de la jeune fille se met soudain à grogner. En continuant à manger les nouilles, le gars demande à Bo de ne pas se torturer et d'essayer quand même les nouilles, car elles vont bientôt refroidir. Dans ses pensées, la jeune fille croit qu'elle mangera les nouilles par dépit, afin d'avoir la force de continuer à combattre Feng. Prenant les baguettes et soulevant les nouilles, la jeune fille sent à nouveau l'arôme des nouilles cuites. La fille était très gênée par des nouilles aussi délicieuses. Bo ne pouvait pas croire que ce type puisse cuisiner des nouilles aussi délicieuses. Après s'être frappée aux joues, la jeune fille essaie de se réveiller, car il lui semble que ce ne sont que des hallucinations. Feng décide de savoir si la fille aimait ses nouilles. Ne voulant pas féliciter le gars, la fille considère les nouilles comme normales pour un plat rural. Après avoir fini toutes les nouilles, la fille se sentait bien. Le gars sourit imperceptiblement à cela. Se rappelant qui a exactement préparé les nouilles, la jeune fille se lève de sa chaise et lui rappelle qu'elle ne tombera pas amoureuse des nouilles. Après tout, une telle bagatelle ne l'empêcherait pas de l'expulser de la maison. Le gars se rapproche et essaie de découvrir ce que Bo n'aime pas exactement chez lui. Le gars se rapproche du visage de la fille, il décide de savoir si elle a aimé les nouilles ou si elles n'étaient pas assez savoureuses. La fille, rougissant trop, pense que les nouilles du gars étaient trop épicées. Bo attrape soudain un verre d'eau sur la table. La jeune fille boit un verre d'eau d'un trait, ce dont Feng n'était pas content. Le gars remarque que la fille boit dans son verre. Bo crache brusquement l'eau. Jetant un verre au gars, Bo quitte brusquement la cuisine en claquant la porte derrière lui. Prenant son menton, Feng suppose qu'il s'agit d'un baiser indirect. La fille va au garage chercher la voiture. Feng décide de demander à Bo de l'attendre. La fille est très furieuse de la présence de Feng, alors elle ne réagit pas aux demandes du gars. La jeune fille monte rapidement dans la voiture et attache sa ceinture. Le gars parvient à courir vers la voiture. Feng l'ouvre et lui rappelle que la fille ne devrait pas marcher si brusquement, car une indigestion pourrait survenir. Pointant du doigt Feng, la jeune fille exige que le gars arrête de l'appeler femme. Avec un sourire, le gars demande à la fille de se calmer et d'arrêter de se fondre ainsi. La fille demande à Feng de quitter la voiture, car elle est en retard pour un couple. Le gars explique qu'il a aussi besoin d'un partenaire, car ils étudient désormais dans le même collège. La fille, n'y croyant pas, exige que le gars sorte, sinon elle appellera la police. Feng se souvient que c'est le père de Bo qui l'a inscrit à des cours à l'Académie des Arts de Shanghai. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Le gars ajoute qu'il devrait se dépêcher, car il pourrait être en retard. En serrant les dents, la fille traite le gars de monstre. La simple présence de Feng la rendait furieuse. Par colère, la jeune fille appuie brusquement sur l'accélérateur et change de vitesse. Feng en fut choqué. Une jeune fille se précipite sur l'autoroute à grande vitesse, en direction de la ville. Le gars, tenant la main courante, leur rappelle qu'il se trouve dans les limites de la ville et non sur une piste de course. La fille n'était pas intéressée par ça, elle invite le gars à sortir. Avec un sourire, le gars rappelle qu'il était un invité régulier des courses illégales. La jeune fille s'arrête brusquement et demande à Feng de sortir de la voiture.
Le gars regarde autour de lui et demande à nouveau, car il se dirigeait vers l'université. La fille explique que le gars doit marcher une centaine de mètres et tourner à gauche. Le gars demande si sa femme l'accompagnera. La jeune fille exige à plusieurs reprises qu'il sorte. Avec un sourire, le gars sort de la voiture en mettant les mains dans les poches. Le gars accepte. La fille demande à Fen d'arrêter. Le gars remarque que la fille est déjà seule sans lui. La jeune fille demande de ne parler à personne de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Se tenant l'arrière de la tête, le gars est d'accord avec la fille. Avec un sourire, le gars demande s'il a droit à une récompense pour obéissance. La jeune fille, tenant quelque chose derrière son dos, s'enquiert de la récompense. En se rapprochant du gars, Bo lui donne un coup de poing au ventre de toutes ses forces. Elle précise si cela convenait à une récompense. Le gars se recroqueville en imitant la douleur. À ce moment, il sent le danger et réagit immédiatement. Le gars attrape la fille et se jette par terre, couvrant Bo de son corps. Plusieurs balles ont touché la vitre latérale de la voiture. Un attaquant armé d'un pistolet regarde depuis une Jeep bleue qui passe. L'inconnu s'est complètement couvert le visage. La fille crie de peur en s'accrochant au gars. Le mec décide d'embrasser la fille sur les lèvres. La fille ferme les yeux et rend son baiser au gars. Les inconnus, ne voyant pas d'autre issue, tentent immédiatement de s'enfuir. La fille pressa tout son corps contre le gars, cela convenait à Fen de toute façon. La fille regarda le gars confuse. Bo crie et demande si le gars cherche la mort. Le gars explique qu'il l'a fait pour sauver Bosé. Montrant un doigt vers le haut, le gars suggère de le répéter une fois de plus. Par colère, la fille repousse le gars. Ayant repris ses esprits, la jeune fille reprend le volant. Elle était toujours gênée par l'action de Feng. Avec embarras, la jeune fille remarque que le gars n'est en réalité pas si inutile. Le gars, souriant, a continué silencieusement à marcher vers l'université. En traversant la route, le gars a trouvé tout cet événement étrange. Feng comprit que la cible inconnue était en réalité Ouyang Bosé. Le gars a progressivement commencé à comprendre quel était le but de son arrivée à Shanghai. Le gars réfléchissait à sa candidature à l'université. Feng se demandait quelles autres surprises Bosé apporterait. Tout en lisant le document, le type continue de marcher dans la rue. Feng regarde autour de lui. Il suggère d'aller voir le recteur Yang pour enregistrer son admission. En arrivant à l'Académie des Arts de Shanghai, le gars pense que le bâtiment ressemble plus à une sorte de cathédrale qu'à un établissement d'enseignement. Les mains dans les poches, le type passe silencieusement devant la foule et se dirige vers le bâtiment. En s'approchant de la porte du recteur, Feng suppose que son bureau se trouve derrière cette porte. Feng décide de frapper à la porte avant d'entrer. Des bruits étranges se font entendre devant la porte. Une voix de femme a qualifié le recteur de délicieux, ce qui a grandement choqué Feng. Le gars est resté un moment devant la porte, mais a quand même décidé d'entrer. En ouvrant les portes, Feng salue le recteur dans le but de lui poser une question. Une jeune fille dans le bureau du recteur remarque la porte qui s'ouvre. La jeune fille et le recteur étaient effrayés par la présence du type. Le recteur se lève du canapé et demande à Feng de s'expliquer en précisant de quel groupe il appartient. En se curant l'oreille, le gars explique qu'il vient de penser à ça. Le recteur, légèrement en colère, demande à l'étudiant de sortir et de frapper à nouveau. Avec un sourire, le gars se retourne et se dirige vers la sortie. En sortant, le gars la ferme derrière lui. Quelques secondes plus tard, le type frappe à nouveau et le recteur lui permet d'entrer. Le recteur et une fille embarrassée se tenaient à table en costume. L'homme clarifie immédiatement le but de la visite de Feng. La jeune fille se dirige craintivement vers la sortie. Le gars dépose une candidature et explique qu'il est venu pour s'inscrire dans leur université. L'homme explique que nous ne sommes plus en septembre et que tous les délais de soumission des documents sont dépassés depuis longtemps. Feng regardait toujours le recteur avec un sourire. Le recteur ordonne au gars de quitter son bureau. Le gars se présente comme Y Zifen et rappelle également qu'il s'agit de recommandations d'Ouyang. L'homme en était effrayé, il demande à nouveau, spécifiquement à Ouyang Zhenyuan. L'homme court vers le gars et lui explique qu'il est au courant de son arrivée et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Le recteur a immédiatement commencé à s'agiter et a décidé de lui proposer une visite de l'université et de l'emmener auprès du public souhaité. Les mains dans les poches, le type se dirige vers la sortie. Feng remercie le recteur Yang pour son hospitalité. L'homme entraîne le gars dans le couloir, Feng le suit calmement. L'homme est très inquiet de ce qui s'est passé. Le gars détourne le regard et explique qu'il ne se souvient de rien de tel. L'homme s'est réjoui, ajoutant que Feng irait loin. Lentement, le recteur conduit le gars vers la salle de répétition. L'homme frappe à plusieurs reprises, voulant entrer dans le bureau. Le gars et le recteur entrent dans le bureau. Une jeune fille était assise au piano, elle tournait la tête vers le recteur et le regardait d'un air interrogateur. Le recteur demande à Feng Lan de venir parler une minute. La jeune fille s'approche lentement de l'homme et lui précise ce qu'il voulait. Le recteur explique que le gars s'appelle Fen et qu'il commence à étudier le piano. L'homme présente Fenya, une fille, comme son professeur de piano de première année. Le recteur dit au revoir, voulant retourner à son travail. Il fait confiance à Fen, le professeur de l'an. Fen sort la main de sa poche et salue son nouveau professeur. La jeune fille se retourne silencieusement et demande de ne retenir personne. Feng, ne comprenant pas la jeune fille, resta debout, assise au piano. La jeune fille demande à Fenyu de prendre sa place.
L'auditoire tout entier était rempli d'un grand nombre d'étudiants, Bose était au milieu. La fille a essayé de se cacher derrière son manuel pour que le gars ne le remarque pas. Feng regarda rapidement autour du couloir et vit où Bose était assis. Après avoir monté quelques marches, le gars s'assoit lentement à côté de la fille. La jeune fille était encore plus indignée par la présence de Fen. Le gars a mis ses mains derrière la tête et s'est allongé à son bureau. L'ensemble du public fut surpris que le nouveau venu soit assis à côté de la déesse Ouyang. Tout le monde en parlait tranquillement. La fille sourit et décide de donner une leçon à Fen. Le professeur, assis au piano, demande à l'ensemble du public de se calmer, car il poursuit le processus pédagogique. Le couple s'est terminé et la cloche a sonné, le groupe tout entier commença lentement à se lever et à se rassembler. Bo se lève de son bureau et demande à tout le monde d'attendre, car elle avait l'intention de faire une annonce. La jeune fille marche délibérément sur le pied de Fen avec son talon, le faisant également se lever. La fille embrasse le gars et l'appelle son fiancé. L'ensemble du public n'a pas cru ce qu'il a entendu, tout le monde commença soudain à discuter d'une telle sensation. L'un des camarades de classe de Bo demande aux autres d'informer les autres des fiançailles de Bose. Feng décide à voix basse de clarifier si Bo voulait cacher la relation. Les mains jointes, la jeune fille annonce qu'elle a décidé de changer d'avis. Le gars embrasse la fille et dit qu'il est très heureux. La fille avec un sourire suggère que le gars en aura bientôt un sombre. En attendant une prise, le gars comprend aussi que tout n'est pas facile. Des voix se font entendre dans la cour près de l'université. L'un des gars dit à l'autre qu'il a attaqué le mauvais gars. Un gars avec une ceinture noire s'entraîne aux arts martiaux. L'un des subordonnés court dans le hall et annonce qu'il a de mauvaises nouvelles. Il y avait un club de taekwondo dans l'un des bâtiments universitaires. L'un des subordonnés court dans le hall et annonce qu'il a de mauvaises nouvelles. Le gars se retourne et regarde son subordonné avec le poing. Après s'être refroidi après le combat, le gars s'intéresse à ce qui s'est passé et à ce dont nous parlons. Le subordonné s'approche du patron et commence à lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le gars avait l'air en colère, lui demandant s'il était sûr de ses paroles. Le subordonné avait un peu peur, il a expliqué que Bose elle-même l'avait annoncé à tout le public. Le gars invite le président de son club à découvrir lui-même, prenez quelques gars et donnez une leçon aux nouveaux venus, car Feng n'a pas le courage de les combattre. Le président du club était très indigné par ce qui se passait. Le gars décide quand même d'ajouter qu'il n'a pas besoin d'aide, car Bose joue à de tels jeux depuis son enfance. Le subordonné vous demande toujours de réfléchir à votre décision, car il n'a pas tendance à tout laisser tomber et à regarder. Le président estime qu'il ne devrait rien faire à cause de petites choses. Le président pose la main sur l'épaule du gars et lui propose de regarder le cirque gratuit de l'extérieur. Le gars accepte de rester en retrait et de regarder Jin Jumin s'occuper de lui. Les mains jointes, le président hoche la tête en signe d'approbation. L'un des bâtiments de l'université des arts de Chae, club de baseball. Plusieurs étudiants informent Ming de l'annonce des fiançailles, citant une insulte si grave envers le maître. Tous les membres du club déclarent qu'ils ne peuvent pas rester à l'écart et regarder ce qui se passe, ajoutant que le club de basket sera ridiculisé. L'un des gars tend la main, il explique que le jeune maître n'a qu'à hocher la tête dans sa direction et qu'ils s'en occuperont tout de suite. Min réfléchit silencieusement à la situation actuelle. Avec un sourire, le gars ajoute qu'il ne faut pas faire attention à cela. Le gars déclare qu'il fait tout en pensant exactement dans l'esprit de Feng Lan, parce que Ming méprise un tel tableau. L'un des membres du club précise quel est finalement son plan. Un gars demande à deux gars de lui apporter les clés de sa voiture. Min leur ordonne d'aller lui apporter un bouquet de là. Le gars décide d'avouer ses sentiments pour que Feng doive partir de là. Tous les membres du club étaient ravis d'un plan aussi merveilleux de la part de Ming. Le gars ajoute en souriant qu'il ne croit pas vraiment à ce qui se passe. Le gars ne pouvait pas croire qu'il existait des gens qui n'avaient pas peur du pouvoir et de l'argent. Tout le monde revient pour le prochain cours de piano. À ce moment-là, Feng était allongé sur la table à cause de la fatigue, c'était difficile pour lui à cause de tout cela. Feng remarque du bruit, l'un des gars avoue son amour à Bose et lui propose de devenir sa petite amie. Le bruit provenait d'un haut-parleur situé en face du tableau, c'était Jin Juming, il a proposé de s'occuper de Bo pour le reste de sa vie. Toutes les filles étaient folles des aveux de Jin. Feng ne réagit pas à une telle déclaration, Bo regarde le gars en silence. La jeune fille croyait pouvoir envoyer Feng loin et pour longtemps. Le duo s'est terminé et tous les élèves ont lentement commencé à quitter le cours de piano. À l'entrée il y avait une foule immense et deux voitures luxueuses, bleues et rouges. Bose quitte lentement la classe et regarde tout cela. La foule se tenait près du tapis et regardait Bose sortir, tout le monde était ravi de la beauté de la jeune fille. Feng marchait à côté de la fille, mais peu de gens s'y intéressaient, tout le monde admirait la fille. La foule entière a crié qu'Ouyang avait finalement quitté la salle de classe et se dirigeait vers Ming. Dans ses pensées, Feng n'était pas très content de cela, car quelqu'un avait osé voler sa femme sans permission. Le couple s'est lentement approché de la belle voiture rouge de Ming. En se rapprochant, le couple s'arrête face au mec. Le mien s'appuyait calmement sur sa toute nouvelle voiture de sport. Toute l'équipe de baseball se tenait derrière le gars en uniforme. Toutes les filles dans la foule étaient hors d'elles devant une telle beauté. Beaucoup de gens ont remarqué la beauté de Maître Ming, surtout ça, comme sa voiture est belle, et aussi les roses. L'un des gars dans la foule a pensé que ce n'était que de la poudre aux yeux,
estimant que les deux candidats n'étaient pas talentueux. Le deuxième gars remarque que Ming a finalement avoué et c'est pourquoi le gars à côté d'Ouyang va maintenant souffrir. Ming regarde Ouyang avec un sourire puis se dirige lentement vers elle. Feng était dégoûté de voir cela, car il pensait que les tacles à l'ancienne ne fonctionneraient plus. Min s'approche et s'agenouille, la tête baissée. Le gars sort lentement une petite boîte rouge et la tend à la fille. À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague coûteuse. Tous ceux qui regardaient étaient étonnés de cette évolution des événements. Min fait son discours et lui propose de l'épouser, car ils sont nés l'un pour l'autre. La jeune fille n'était pas contente de cette tournure des événements, car elle voulait seulement que les étudiants s'occupent de Feng. La jeune fille ne savait pas comment répondre aux paroles de Min. Feng se tenait silencieusement à proximité et observait ce qui se passait. Dans ses pensées, Ming remarqua que Feng ne pouvait pas se comparer à lui, car il possédait une voiture de luxe et une bague en diamant. Sans plus tarder, le gars tend la main à Bosé. Après quoi, il attrape lentement la jeune fille par la taille et la serre contre lui. Le gars explique avec un sourire que sa femme est déjà fiancée et que Min devrait donc se comporter de manière plus appropriée. Ming serra les dents de colère, il était indigné par la présence de Feng. Le gars commence à crier en lui demandant qui est vraiment Feng pour elle. Avec un sourire, la jeune fille explique que Feng est son fiancé. Le gars ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu, il a remarqué que Feng avait l'air mauvais et en général, le gars n'osait pas se qualifier de palefrenier. Avec un sourire, Feng demande ce qui ne va pas chez lui, traitant Ming de gigolo. Cria avec indignation l'un des membres du groupe de Ming, que Feng traita de gigolo, exigeait que le gars retire ses mains de la belle Bosé. Les autres membres du club de baseball étaient également en colère et se sont lentement approchés de Feng. Le club de baseball entoure complètement Feng et Bosé. La jeune fille se dit qu'à ce moment-là, Feng aurait des problèmes. Elle sourit alors que l'équipe de baseball se rapprochait de plus en plus. La fille se demandait comment le gars allait gérer tout ça. Feng sourit silencieusement à tout le monde puis prit la main de la jeune fille. Feng s'approcha lentement du visage de la jeune fille, puis il l'embrassa directement sur les lèvres. Bosé était étonné par cet acte. Tous les gars dans la foule ont été surpris par ce que le nouveau Feng a fait. Feng continue d'embrasser la fille pendant longtemps. Bosé regarda le gars confus, elle rougit à cette action. Après avoir fini, Feng a continué à serrer la fille dans ses bras. Feng ajoute que Ming a été trop indulgent, puisqu'aujourd'hui Feng a non seulement serré sa femme dans ses bras, mais l'a également embrassée devant tout le monde. Feng tient doucement la taille de Bosé pour lui montrer sa proximité. Feng assure qu'à partir de maintenant Ouyang Bo est sa fiancée et que maintenant Ming ferait mieux de ne pas l'approcher. La jeune fille rougit et regarde la réaction de Ming. Ming note en souriant que ce type est plutôt courageux, il n'a vu personne comme lui à l'université depuis longtemps. L'un des subordonnés de Ming lance une batte sur Feng, disant qu'il veut tester sa force physique. Min, d'un air sérieux, exige que les membres de son club s'éloignent. Tous les membres du club ne comprenaient pas pourquoi leur chef exigeait qu'ils partent. Ming exige à plusieurs reprises qu'ils s'éloignent de Feng. Le gars croise les mains et explique qu'il est tout à fait raisonnable, mais que tout le monde n'est pas capable de devenir un bouclier comme lui. Il a ajouté avec un sourire narquois que Feng pourrait très rapidement se retrouver pris entre deux feux. Feng clarifie exactement ce que le gars essaie de dire avec ça. Ming ouvre lentement l'un des chèques et note un montant rond. Le gars remet lentement le chèque à Feng. Le gars exige que Feng quitte la Chine pour 2 millions et ne réapparaisse plus jamais sous ses yeux. Feng prend lentement le chèque et le regarde. Avec un sourire, Feng déclare que 2 millions, c'est une somme assez importante. Bosé note qu'elle ne s'attendait pas à ce que le gars soit aussi dégoûté. Mina était surprise que le gars parle autant et était prête à partir à cause de l'argent. Feng sort lentement un paquet de cigarettes et un briquet de sa poche. Feng met lentement le feu au chèque, montrant son manque de respect envers Ming. Feng sort une cigarette et l'allume avec le chèque. Toutes les personnes présentes ont été stupéfaites par l'action de Feng, y compris Bosé. Feng jette le reste du chèque sur le sol, qui se transforme lentement en cendres. Le gars regarde la réaction de Ming, attendant la prochaine étape. Un gars dans la foule était étonné que Feng vienne d'encaisser un chèque de 2 millions. Beaucoup ne comprenaient pas qui était exactement Feng, mais ils remarquèrent qu'il était plutôt prétentieux et cool. Ming n'arrivait toujours pas à croire l'action de Feng, cela la détruit mentalement. Ming demande avec colère à Feng ce qu'il essayait exactement de dire avec son action. Feng exhale de la fumée de cigarette directement sur le visage du gars. Avec un sourire, Feng ajoute qu'il voulait juste rappeler à Maître Ming que 2 millions, c'est beaucoup, mais que tout dans le monde ne peut pas être acheté. Feng regarde Ming dans les yeux avec un air sérieux. Bosé a souri, elle ne s'attendait pas à ce que Feng puisse être aussi courageuse. Ming demande si Feng veut refuser ce geste aimable. En jetant ses mains derrière la tête, Feng ne présentait que peu d'intérêt. Ming déclare qu'il se souviendra du nom de Feng et espère que toute cette confiance restera jusqu'à son arrivée. Min et son club quittent lentement la cour. En serrant les dents, Min décide de ne rien dire de plus. Feng s'occupe du gars. Feng demande au club de baseball de ralentir, soulignant qu'une cigarette de 2 millions de dollars n'est pas différente d'une cigarette ordinaire. Feng regarde le club de baseball partir. Feng regarde Bosé, le gars appelle la fille. Le gars demande si la fille a aimé sa performance. Feng ajoute qu'il pense que c'est trop beau pour être vrai. La jeune fille, ne voulant pas admettre sa défaite,
ajoute qu'elle ne l'a pas vu et considère cela comme assez terrible. Feng s'approche et prend la jeune fille par la taille, Bo est étonné que le gars s'approche d'elle si facilement. Le gars demande à le récompenser par un baiser pour une telle performance, Feng compte que ce sera une bonne motivation pour l'avenir. La jeune fille, incapable de le supporter, exige que le mec la laisse enfin tranquille. Le gars ne s'attendait pas à une réponse aussi vive à sa proposition. Incapable de résister, le gars demande un deuxième baiser à Bosé. Le gars propose d'embrasser à nouveau la fille, Bo, ne sachant que répondre, reste silencieux, elle était trop gênée. Le mec embrasse la fille sur les lèvres pour la deuxième fois. La jeune fille baissa les yeux en silence, elle était furieuse et confuse face à de telles actions. Feng, se frottant l'arrière de la tête, ajoute qu'il a encore du travail à faire et qu'il devrait donc s'enfuir. En s'enfuyant, le mec croit qu'il viendra tard dans la soirée, alors elle ne devrait pas l'attendre. Le gars essaie d'arrêter un taxi qui passe avec sa main. La voiture s'arrête à côté du gars. Feng lui demande de l'emmener à la discothèque Fallen Snow. Feng regarde par la fenêtre avec un sourire plutôt méchant. Arrivé au club, le gars descend du taxi et se dirige vers le bâtiment. Le club avait une atmosphère amusante, toute la foule était sur la piste de danse et se détendait. Après être entré dans la pièce, Feng s'assoit sur le canapé libre et examine les visiteurs. Prenant l'un des cocktails, Feng a continué à retrouver la personne dont il avait besoin. Avec un sourire, le gars constate que rien n'a changé en son absence. La main d'une femme prit un verre de vin sur la table. Le gars ne cessait de constater que rien n'avait changé au club en 3 ans. Feng se demandait si cette fille avait changé après tant d'années. Une voix féminine résonna derrière le gars. La jeune fille a décidé de se tourner vers Feng. La fille se demandait si le gars buvait seul ou s'il avait déjà de la compagnie. Feng explique qu'il est venu dans cet établissement pour profiter seul de cette beauté. Le gars remercie pour la compagnie offerte. Les mains jointes, la fille traite le gars d'ennuyeux puis s'en va dans le déni. Cela ne dérangeait pas du tout Feng et il ne s'occupait même pas de la fille. Près de la scène, les filles se sont mises à crier fort, attendant quelqu'un. La lumière arrive lentement sur scène, ce que Feng lui-même attendait. Le gars sourit et se réjouit que ce soit l'heure de la sonate au clair de lune de Beethoven. Le gars se lève de table, avec un sourire, le gars remarque qu'après 3 ans, la fille aime toujours cette chanson. La jeune fille est montée sur scène et a commencé à jouer du piano. Toute la foule a prêté attention à la jeune fille, elle a applaudi sa performance. Feng était étonné que cette fille en particulier joue encore au club. La jeune fille a continué à jouer du piano, la foule s'est lentement rassemblée autour de la scène pour entendre cette pièce. Immergée dans la chanson, la jeune fille a joué comme jamais auparavant, c'est ce qui a attiré le public. La musique était bonne, elle traversait toute la salle, tout le monde a applaudi la jeune fille à l'unisson. Le gars remarque qu'il s'agit de son professeur, qui travaille la nuit au club. Avec un sourire, Feng traite son professeur de personnes complètement différentes. Ayant fini, la jeune fille se lève du piano et sort devant le public. Après s'être inclinée devant le public, tout le monde a commencé à applaudir et à soutenir la jeune fille avec des compliments. Un petit groupe de personnes s'approche de la jeune fille et remarque sa jolie musique. La jeune fille se méfiait un peu de la présence de fans étranges. Le grand homme décide d'entamer une conversation, il explique qu'il n'a même pas terminé l'école primaire. Tenant 2 coupes de champagne, l'homme ajoute qu'il admire toujours Miss Lan. L'homme continue de faire l'éloge de la jeune fille, la qualifiant d'artiste avec du tempérament et de l'élégance. L'homme ajoute qu'il exprime son admiration pour Miss Lan, alors il est prêt à lui boire. Avec un sourire, l'homme invite la jeune fille à boire avec lui également. Les gens présents dans la salle ont compris que quelque chose de pas très bon allait se produire. Miss Lan décide de garder le silence, alors elle regarde l'homme en silence. Perdue dans ses pensées, la jeune fille ignore cela et refuse de boire, car elle ne boit pas du tout. Un autre homme s'approche de la fille par derrière, il lui explique qu'il lui boive au visage et qu'elle ne devrait pas refuser une telle offre. Le gars pose lentement sa main sur l'épaule de la fille. Ne voulant pas tolérer cela, Miss Lan repousse immédiatement la main de l'homme. La jeune fille explique qu'elle appellera la sécurité si l'homme continue. L'homme se jette sur Miss Lan par colère, le grand homme attrape la main de son subordonné et lui demande de se calmer. L'homme demande si c'est ainsi qu'il traite l'artiste, il n'était pas satisfait de l'impolitesse de son subordonné. L'homme s'excuse pour cet incident, notant que ses subordonnés sont légèrement incontrôlables. L'homme ajoute qu'il est toujours une personne célèbre et qu'il serait irrespectueux d'ignorer son offre de verre. L'homme tend à nouveau la coupe de champagne, Milan suggère qu'il ne s'agit que d'alcool et rien de plus. Les mains tremblantes, la jeune fille essaie de prendre le verre. L'homme montre les dents en regardant la jeune fille, il est amusé par toute cette situation. La jeune fille voulait que quelqu'un l'aide, car elle comprenait qu'elle ne devait pas boire cet alcool. Feng prend brusquement le verre des mains de l'homme. Le gars l'examine et le jette par terre, plutôt content. Feng déclare que cet alcool est trop mauvais pour être offert à une fille. Le verre a été brisé et tout son contenu s'est répandu sur le sol. Miss Lan a été stupéfaite par cette action. L'homme a été très alarmé par cela, car un type a croisé son chemin. Prenant la bouteille à la main, Feng propose de s'asseoir et de boire avec lui. Feng pose sa main sur l'épaule de l'homme, essayant de l'appeler. L'homme tourne la tête avec irritation vers Feng. Le type regarda l'homme avec un sourire malicieux,
Dans sa main droite, il tenait cette même bouteille. Feng regarde l'homme avec un sourire, attendant sa prochaine étape. L'homme se retourne et demande qui est Feng. L'homme affirme que personne n'a osé se tenir à côté de lui, nommé Feng le premier à le faire. L'homme se jette sur le gars en lui disant qu'il lui apprendra à se comporter plus modestement. Le gars commence à serrer l'épaule du grand homme, ne voulant pas répéter cela. Feng serra de plus en plus fort, ce qui était assez douloureux pour lui. L'homme tremblait même légèrement de douleur. Fan ajoute qu'il devrait quitter le club. Avec ces mots, le gars soulève le taureau au-dessus de sa tête, ce à quoi il ne s'attendait pas du tout. Après quoi il le jeta de toutes ses forces sur le côté. Après avoir survolé toute la salle, l'homme atterrit près du comptoir du bar. Des verres d'alcool et d'autres choses ont commencé à tomber sur l'homme, mais peu de gens s'y intéressaient. Miss Lan a été étonnée par cette issue des événements. Tous les hommes subordonnés n'étaient pas moins étonnés de ce résultat, car chacun le voyait pour la première fois. Des gens en costume noir ont soudainement commencé à entrer dans le bureau du député, ils ont demandé à passer. L'homme debout devant se demande qui a fait ce bruit dans leur discothèque. Feng remarque que c'est lorsque le problème est résolu que la même sécurité apparaît. Le garde se demande si Fen Li a déclenché tout ce désordre, en se curant les oreilles, le gars suppose que c'est lui qui a commencé. L'homme leur demande s'ils ont des problèmes d'accueil dans leur établissement. Feng répond très sérieusement qu'en fait tout lui convient. L'homme, ne sachant que dire, sourit en réponse. Avec un sourire, l'homme déclare que puisque le gars est satisfait du service, il crée délibérément des problèmes dans le club. Après avoir fait un geste, l'homme appelle son subordonné, il exige qu'il explique au gars les règles du club. Feng regarde silencieusement l'énorme garde, lui permettant de faire le premier pas. Les mains jointes, l'homme explique que ceux qui ne connaissent pas les règles de leur club ou créent délibérément des problèmes doivent être punis. Un des ouvriers apporte un petit plateau. Un garde tient un plateau en attendant la condamnation de Feng. L'énorme garde termine son discours en disant que le contrevenant doit payer de sa propre main. Il y a un couteau à viande sur le plateau. Tous les gardes regardent le gars d'un air sévère, attendant le verdict. Le garde principal propose de le faire au gars lui-même, mais fournit également l'aide d'autres gardes. Miss Lan essaie d'arrêter la tête, la jeune fille s'approche lentement de la foule pour tout expliquer. La jeune fille explique que Feng essayait de l'aider et qu'il y a eu un léger malentendu. L'homme explique que les règles sont les mêmes et qu'elles ne peuvent toujours pas être enfreintes. S'appuyant sur les règles de l'établissement, l'homme ajoute que sinon il ne pourra pas expliquer toute la situation à Mademoiselle C. La jeune fille demande à attendre le chef de la sécurité, car l'on peut appeler elle-même Mademoiselle 11 et connaître sa permission. Ne voulant pas continuer à écouter, l'homme clique pour mettre fin à l'appel. L'homme ajoute que les règles fixées par Miss C sont strictes pour tout le monde et qu'elles ne peuvent pas être modifiées même par Miss C elle-même. Un homme appelle deux subordonnés avec un couteau. L'homme remarque que Feng ne veut pas faire cela tout seul, alors ils vont coopérer et l'aider. Feng s'approche et examine le visage de l'homme, il lui semble qu'il est nouveau dans l'establishment, mais le gars semble familier avec son visage. L'homme confirme qu'il est le nouveau patron, mais cela n'affecte en rien le résultat et le gars finira quand même à l'hôpital. En se curant les dents, le gars ajoute qu'il s'en fiche vraiment. L'homme commence à être enragé par son indifférence face à la situation actuelle. Le chef de la sécurité annonce qu'il montrera aujourd'hui ce qui arrivera à ceux qui créent des problèmes au club et enfreignent les règles. Le plus grand garde retrousse ses manches, le chef de la sécurité ordonne aux autres de ne pas laisser partir le type. L'homme remarque que le club des chutes de neige n'est pas un endroit où l'on peut faire ce que l'on veut. Le gars écoute l'homme sans aucune émotion, Feng ne s'intéressait guère à ce qui se passait. La fille, incapable de s'écarter, court vers le gars. Après avoir recouvert Feng de son corps, la jeune fille exige qu'il parte immédiatement. Le gars s'inquiétait de ce qui arriverait au maître mot s'il partait vraiment. La jeune fille ajoute qu'elle connaît Miss C et qu'elle ne sera en aucun cas touchée. Le chef de la sécurité tient un couteau bien aiguisé dans ses mains. L'homme explique que la jeune fille devrait s'éloigner de l'intrus, car cela serait irrespectueux et pourrait avoir une incidence sur le fait que Miss Lan s'en sorte indemne. Le chef de la sécurité regarde la jeune fille avec un regard féroce. Même si Miss Lan avait peur, elle n'osait pas s'éloigner et abandonner son élève. Après avoir couvert Feng de son corps, elle a continué à le couvrir de son corps. Le gars le remercie pour votre sollicitude avec un sourire et demande à la fille de partir. Feng se tourne vers le chef de la sécurité avec une proposition de le contacter immédiatement, et non vers la jeune fille sans défense. L'homme en fut amusé et rit. L'homme ordonne aux autres de commencer à juger et de ne pas rester les bras croisés. L'un des gardes vous demande de choisir l'une des mains des gars, comme il est d'usage de leur demander. Feng suggère d'essayer d'abord d'en couper un, car cela ne fonctionnera pas. Un grand agent de sécurité attaque le gars avec un couteau. Incapable de regarder ce qui se passe, Miss Lan se couvre le visage. L'homme était étonné que Feng soit capable d'arrêter sa frappe précise. Feng tenait le couteau à main nue, l'homme avait peur, le traitant de monstre. Ne voulant pas rester les bras croisés, le deuxième garde bondit par derrière. L'homme parvient à saisir la main droite du gars. Sans aucun effort, Feng jette le garde de côté, d'où il tombe inconscient. De retour vers le premier garde, le gars a continué à le regarder droit dans les yeux. Feng brise le couteau en deux d'un simple mouvement de la main. L'homme n'arrivait pas à croire ce qui se passait,
c'était aussi étrange que possible. Sans permettre au garde de reprendre ses esprits, Feng donne un coup de pied au grand garde dans le ventre. Le gars déclare qu'il a du mal à croire que de telles personnes puissent lui couper la main. Le chef de la sécurité remarque que Feng est issu d'une famille pratiquante et il comprend désormais pourquoi il a autant confiance en lui. Feng invite le chef à tout faire lui-même et à lui tirer dessus avec un pistolet. L'homme sort lentement une arme derrière son dos, l'homme était content de cette décision. En tendant la main avec un pistolet, l'homme au sourire déclare que le moyen le plus simple pour lui est de simplement tirer sur le gars. L'homme dit au revoir à Feng avant de tirer. Le reste des gardes enterraient déjà Feng, car leur chef avait un pistolet à la main. Le gars sourit devant l'action du chef de la sécurité. Feng jette le chargeur de son pistolet, ajoutant qu'il lui dit au revoir, notant que l'homme a suggéré de le lui dire assez tôt. L'homme ne pouvait pas croire ce qui se passait parce qu'il ne laissait pas Feng s'approcher. Sans permettre à l'homme de reprendre ses esprits, Feng attaque rapidement le chef de la sécurité. Feng frappe l'homme au ventre de toutes ses forces, le faisant tomber en arrière. L'homme est cloué au poteau avec une telle force, le faisant même légèrement plier. À sa suite, nous survolons un objet doré à grande vitesse. L'homme ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, car il savait exactement de quoi il s'agissait. Il y avait une lame avec une lame en feuille d'érable qui dépassait du mur. Après cela, le chef de la sécurité a eu très peur et ne savait plus quoi faire. Feng sourit à l'homme, fléchissant les poings devant lui. Le reste des gardes étaient très en colère contre les actions du gars, ils étaient prêts à tuer pour leur capitaine. Le plus grand garde appelle les autres pour attaquer le gars dans la foule et venger le chef du garde. Tous les gardes attaquent un Feng à coups de poing et de couteau. Le chef de la sécurité, blessé au visage, demande à tout le monde de s'arrêter immédiatement et de ne pas toucher Feng. L'homme ajoute qu'il ne lui a pas permis d'agir et d'attaquer le gars sans son ordre. Tous les gardes se sont arrêtés et n'ont pas pu comprendre ce que voulait dire le chef des gardes. L'homme avale difficilement la boule, il est étendu, par la force, le chef de la sécurité s'approche de Feng. S'étant suffisamment approché, l'homme précise tranquillement si Feng est le juge de nuit. Le gars l'agite en expliquant que puisque le chef de la sécurité l'a compris lui-même, il n'aurait pas dû le dire à voix haute. L'homme s'incline immédiatement devant le gars et s'excuse à plusieurs reprises. Feng, le visage sérieux, décide de se tourner une dernière fois vers le chef de la sécurité. Le gars remarque que l'homme a pu reconnaître la lame d'érable. Cela signifie que le chef de la sécurité ne travaille pas si peu dans ce domaine. L'homme, toujours en train de saluer Feng, explique qu'il travaille depuis peu au club des chutes de neige. Le chef de la sécurité ajoute qu'il a été transféré ici il y a seulement 2 ans pour aider Miss C à gérer la discothèque. Feng note qu'il n'est pas surprenant que le chef ne soit ici que depuis 2 ans, car il ne l'a jamais vu ici auparavant. Feng se détourne et se dirige vers Miss Lan. Le gars ajoute finalement que le couteau en érable devrait être remis à Simon Snow avec le message qu'il est de retour et prêt à boire avec lui le moment venu. S'approchant de Miss Lan, le gars propose de quitter la discothèque et de ramener la fille à la maison. Miss Lan est d'accord avec la proposition du gars, Feng tend la main à la fille. Feng prend la jeune fille par la main et la conduit vers la sortie. Les agents de sécurité n'étaient pas satisfaits de la décision du chef de la sécurité, ils ont tous montré les dents. L'un des gardes a brandi un couteau vers l'homme, montrant son respect à Feng. Le gars a continué calmement à se diriger vers la sortie, les gardes se sont séparés et ont laissé passer la fille et Feng. Le chef du garde sort du mur un bloc d'érable, s'asseyant à table, il commence à l'examiner. L'homme a été étonné de la qualité du couteau, il l'enfonce dans la table. L'homme brandit un couteau, testant à quel point c'est pratique. En regardant dans le reflet du couteau, l'homme remarque que le couteau est si tranchant qu'il est prêt à percer même une colonne de marbre. Un énorme garde s'approche du chef et tente de découvrir qui était ce type. L'homme ne comprenait pas pourquoi il devait le laisser partir, car il ne pouvait pas l'expliquer à Miss 11. Le chef se demande si la sécurité pourrait encore faire face à lui. Le gardien ne savait pas comment réagir à cela, le chef ajoute qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il signalera lui-même l'incident à Mademoiselle 11. Les gardes arrivent et demandent quel est le secret de ce couteau cassé. Le chapitre explique que le couteau lui-même n'a aucune valeur, mais que son propriétaire s'est occupé de tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Les hommes étaient perplexes quant à savoir de qui parlait leur chef. Le chef précise s'il souhaite toujours connaître son vrai nom. Il semble au chef que les hommes ne pourront pas croire ce qu'ils ont entendu, mais il décide quand même de le dire. Le chapitre ajoute que le propriétaire de ce couteau en érable avait le surnom le plus reconnaissable de toute la Chine. Après tout, son nom est le juge de nuit. Une image de Feng dans un costume avec une lame d'érable est apparue devant les yeux des hommes. Un des gardes tombe de peur, il demande à nouveau si le type était le juge. Le deuxième garde n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Le chef exige que tout le monde se calme et arrête d'en parler si fort. Feng quitte lentement l'établissement, le chapitre ajoute qu'il s'agit d'un nom qui ne peut pas être prononcé à haute voix. Une fois arrivé à la voiture, il monte dans une petite voiture rouge. Le gars ajoute en riant que c'est lui qui aurait dû ramener la fille à la maison. Feng s'excuse que Miss Lan ait dû le ramener chez elle au contraire. Miss Lan explique qu'elle n'a pas eu le temps de remercier le gars, ce sera donc une récompense pour lui. La jeune fille demande s'il est vrai que le gars vient d'arriver à l'université de Zhonghe. Avec un sourire,
le gars demande s'il ne ressemble pas à un étudiant ordinaire. La jeune fille ajoute qu'elle était déjà allée dans une boîte de nuit avec des chutes de neige et qu'elle avait remarqué que le gars ne se comportait pas du tout comme un étudiant. La jeune fille se souvient du moment où Feng tourne le dos à la foule de gardes en colère, sans réagir au danger. Feng clarifie ce qui ne va pas selon l'opinion de la jeune fille. Le gars redemande à la fille avec un sourire, sans attendre de réponse. Miss Lan demande de ne pas faire attention, elle décide de préciser où habite exactement le gars. En regardant par la fenêtre, le gars appelle le jardin des orchidées. La jeune fille remarque qu'elle vit elle-même dans cette zone, près des jardins d'orchidées. Mademoiselle Lan explique pourquoi elle ne l'a jamais vu dans la région auparavant. Le gars dans ses pensées ne comprenait pas pourquoi il tombait si souvent sur toutes les coïncidences de ce monde. Feng n'arrive pas à croire que son mentor habite également dans la même région. Le gars explique qu'il est arrivé récemment et que c'est pour cela que la fille ne l'a pas vu. Miss Lan l'agite avec un sourire, elle a continué à conduire et à surveiller la route. La voiture de Miss Lan a été suivie pendant longtemps par une voiture noire. La fille ajoute qu'elle a encore une question à poser au gars. La fille remarque que le gars a un accent, ce qui suggère que Feng n'est pas vraiment local. Le gars ne comprend pas très bien de quoi parle la fille. Miss Lan se demande alors comment il connaît personnellement Miss 11. Le gars essaie de se rappeler quand il a rencontré Miss C. Le gars ajoute qu'il connaît Miss C depuis longtemps et se considère comme un vieil ami de la jeune fille. Feng précise si la jeune fille croit ses paroles. Miss Lan explique qu'elle a vu Miss 11 et qu'elle est assez froide envers les autres. Feng soupire, il note qu'à un moment comme celui-ci, peu de gens peuvent croire la vérité. Feng remarque qu'une étrange voiture noire les suit. La voiture était clairement visible dans le rétroviseur latéral, elle a roulé depuis le club. Feng continue silencieusement de suivre la voiture qui le poursuit. La fille explique pourquoi le gars s'est tu, en supposant que c'est précisément parce que tout est mensonge. La jeune fille remarque également une étrange voiture derrière eux. Dans le rétroviseur latéral, une voiture noire approchait à grande vitesse, ne se contentant plus de poursuivre. La jeune fille trouva la voiture derrière eux étrange. La voiture noire s'écrase brusquement contre l'arrière de la voiture de Miss Lan. La jeune fille a eu très peur et a saisi le volant, elle essaie de découvrir auprès de Feng qui sont ces personnes. Feng pose sa main sur l'épaule de la jeune fille et lui demande d'arrêter de paniquer. Feng demande à la fille d'appuyer à fond et de conduire aussi vite que possible. La voiture de Miss Lan roule à grande vitesse dans une ville vide. La voiture noire les rattrape à nouveau et s'écrase contre eux. La fille avait très peur, Miss Lan ne sait pas quoi faire. La jeune fille note qu'elle s'est cognée violemment le pied après la dernière collision. Feng invite la fille à changer pour qu'il puisse conduire la voiture. Feng remarque une écorchure sur la jambe droite de la femme. Le gars explique que la fille s'est blessée à la jambe et qu'elle devrait se reposer. Toujours au volant, la jeune fille ne comprend pas de quoi parle le mec. Feng prend le volant à la place de la fille et continue de conduire sans s'arrêter. Avec un sourire, Feng demande à la jeune fille de tenir bon. Le gars appuie à fond et parvient à se détacher un peu. Un homme assis dans une voiture noire demande au conducteur de le rattraper. L'homme exige qu'il les écrase et ne leur laisse aucune chance. Avec un sourire, le gars au volant ajoute qu'il le fera sans problème. La vitesse de la voiture noire a déjà commencé à dépasser les 100 km/h. Une fois sur l'autoroute, la voiture noire a continué à poursuivre Feng parmi d'autres voitures. La voiture noire a presque réussi à rattraper son retard, mais Feng parvient à faire un écart sur le côté. L'homme ne peut pas s'asseoir sur la banquette arrière, il était aigri que la fille le quitte. La jeune fille, étant sur les genoux de Feng, demande à changer de siège, car il lui semble que cette position est assez étrange. Feng explique cela en disant qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Feng tourne brusquement à droite dans les escaliers pour échapper à ses poursuivants. Feng explique cela de telle manière qu'ils n'ont pas d'autre choix. La fille avait peur, elle a demandé au gars d'être plus prudent, Feng était confiant. La voiture de Miss Lan a commencé à descendre les escaliers à toute vitesse. La fille avait trop peur et criait, Feng le tenait et contrôlait en même temps la voiture. Feng parvient à ralentir juste avant de descendre les escaliers. La jeune fille ferma les yeux de peur, elle ne voulait pas voir toute cette horreur. La même voiture noire survole la voiture de Miss Lan. Perdant le contrôle, la voiture se renverse et se met à fumer. Un homme sort par la fenêtre et crie après le couple, ajoutant que la prochaine fois il les attrapera et les punira. Avec un sourire, le gars demande s'il y aura une prochaine fois. L'homme ne comprend pas ce qu'il essaie de faire. Feng se dirige lentement vers la voiture renversée et commence à la pousser dans la mer. La voiture passe sous l'eau, mais l'homme et son subordonné parviennent à s'en sortir. Ceci fait, le couple continue de se rendre à la maison dans la voiture de Miss Lan. Feng remarque qu'ils y sont presque et qu'ils se trouvent à proximité de leur zone. Le gars prend la fille dans sa main et la porte chez lui. La jeune fille explique qu'elle peut marcher toute seule, car la blessure n'est pas grave. Feng ajoute que même si la jambe de la jeune fille lui faisait mal à cause de sa blessure, elle était toujours courageuse. Le gars emmène la fille au lit et la met au repos. Feng remarque que la maison de la jeune fille est assez grande, il lui semble étrange que la jeune fille vive seule ici. Miss Lan rougit profondément, elle ne comprenait pas ce que le gars essayait de dire. Le gars trouve des sous-vêtements à côté du canapé et demande ce que c'est. La fille se précipite vers le gars, embarrassée, elle ne voulait pas qu'il le voie. La fille renverse le gars et il se retrouve sur le canapé. Le gars touche accidentellement la fille,
Miss Lan était très gênée par un tel geste. Le gars ne retire pas immédiatement ses mains du corps de la fille. Le gars remarque qu'il en est très content, le nez de Feng commença à saigner d'embarras. La fille ne comprend pas immédiatement ce qui se passe, regardant silencieusement le gars. À ce moment précis, Miss Lan a crié, traitant le gars de pervers, elle a exigé que le gars lui lâche les mains. En essayant de descendre du gars, la fille frappe accidentellement le gars en dessous de la ceinture. Ce mouvement blessera gravement le gars, le faisant souffrir énormément. Le gars a crié fort de douleur intense dans toute la maison. Feng ne pouvait pas rester assis et a commencé à courir dans la pièce. La fille demande si le gars va bien, elle n'a pas bien compris ce qui est arrivé à Feng. Continuant à se précipiter dans la pièce, le gars heurte le mur et tombe au sol. Le gars s'allonge par terre, expliquant qu'il va bien, Feng perd connaissance. La jeune fille était très inquiète que le gars soit resté inconscient aussi longtemps après s'être évanoui. La jeune fille était très fatiguée et commença à bâiller, incapable de continuer à attendre le garçon. Feng sursaute brusquement après son réveil, il examine rapidement la pièce. Le gars remarque que Miss Lan s'est endormie sur le ventre. Dans un rêve, la fille a traité le gars de pervers, son visage était toujours rouge. Le gars suppose que Miss Lan était très en colère contre lui pour ses actes. Le gars prend la fille dans ses bras et la porte jusqu'à la chambre de la fille. Après avoir posé la fille sur le lit, le mec, sans attendre, se dirige vers la sortie. Après avoir franchi la porte, le gars se dirige lentement vers la sortie. Miss Lan se lève et dit mentalement au revoir à Feng, le traitant de méchant. Le gars sous le ciel nocturne atteint le manoir de la famille Ouyang. Feng entre chez lui avec le sourire, voulant prendre une douche et se reposer. La première chose que le gars remarque dans le hall, c'est Bose assis. La jeune fille était très malheureuse, en se frottant l'arrière de la tête. Le gars explique pourquoi la fille ne dort pas si tard. La fille n'était pas satisfaite du comportement du gars, car il ne surveillait pas du tout le temps. Beau s'inquiétait de savoir où il allait après l'université. Le gars s'approche et demande en plaisantant si la fille s'inquiète pour lui. Les mains jointes, la jeune fille ajoute que le diable s'occupera de Feng. Bose prend un document sur la table et le jette au visage du gars. Elle exige que le gars suive les 21 règles tout en vivant avec la fille. Le gars regarde la première page, où il est écrit que la riche et belle Ouyang vit avec un sac poubelle. Avec un sourire, le gars constate que la vie est une foutue déception. Le gars décide de lire les 21 règles, ce qui ne le rend pas très content. Feng décide de lancer une manifestation, parce que c'est injuste car toutes les règles sont contre le gars lui-même. La jeune fille rejette la protestation, Bo l'explique en disant qu'il est responsable de son territoire et que tout le problème réside dans le gars lui-même. La fille se moque de la situation du gars. Le gars explique que dans ce cas, il appellera son beau-père et lui dira tout ce que la fille lui fait. Bose exige que le gars n'ose pas appeler son père. La fille se précipite vers le gars, mais Feng décide de la prendre dans ses bras. La jeune fille ne s'attendait pas à un tel tournant. Le gars retourne la fille et la jette sur le canapé. Feng ajoute que sa femme est trop active et qu'il n'y est toujours pas habitué. Bo exige que le gars la laisse partir. Le gars avec un sourire propose de laisser partir la fille s'il n'est pas obligé de signer ce contrat. La jeune fille au visage rougi déclare que cela n'arrivera pas. Bose enroule ses jambes autour du gars pour qu'il tombe sur elle. La fille mord le gars sur la joue, le faisant crier que ça fait mal. Les marques de morsure de la fille restent sur la joue du garçon. À ce moment, le père de la jeune fille entre également dans la pièce. L'homme a été étonné par ce qu'il a vu, il soupçonne que le couple fait quelque chose. L'homme remarque que quelques jours seulement se sont écoulés, mais les progrès vont trop vite, le couple ne savait pas comment s'expliquer. Il s'éclaircit la gorge, l'homme se retourne et se dirige vers la sortie. L'homme dit au revoir au couple et s'excuse de les avoir dérangés. Bose demande d'attendre son père, car il a tout mal compris. Avec un sourire, le gars ajoute qu'ils ne sont toujours pas officiellement mariés et qu'il n'y a rien de mal à cela. La fille jette à nouveau les feuilles d'accord et exige que le gars signe. La fille se tient au-dessus du gars et exige à plusieurs reprises qu'il signe tout s'il veut vivre dans la même maison qu'elle. Le gars décide de rappeler son beau-père et de lui expliquer que sa fille lui propose de signer le règlement de résidence. La fille s'approche et couvre la bouche du gars, exigeant qu'il se taise. La fille s'assoit sur le canapé et précise qu'elle veut le gars en échange de la signature du contrat. Avant de répondre, le gars sourit méchamment en regardant la fille. Feng commence à tendre la main à la fille, exigeant qu'elle l'embrasse et ensuite il signera tout. La jeune fille explique qu'il ne devrait même pas rêver de l'embrasser. Feng essaie à nouveau d'appeler son beau-père. Bose décide d'accepter et se rapproche. Son visage est devenu un peu rouge à cause de l'embarras. Le gars tend également la main vers la fille, s'attendant à un baiser. La jeune fille était très en colère contre cette demande. La jeune fille essaya de se convaincre, car elle avait déjà profité et elle ne devrait pas reculer si facilement. La jeune fille s'approche lentement du visage de Feng, essayant de l'embrasser. Bose et Feng s'embrassent, c'est ce que le gars a demandé. Le baiser romantique se transforme brusquement en douleur, à laquelle Feng ne s'attendait pas. Le gars essaie de se séparer de la fille, Feng souffrait terriblement. La fille a regardé le gars dans les yeux, elle n'allait pas lâcher l'impudent Feng. Feng demande à être libéré, admettant sa culpabilité, Bo n'était prêt à laisser partir ce gars que s'il signait le contrat. Une minute plus tard, la jeune fille avait entre les mains un contrat signé.
Le gars était allongé sans âme sur le canapé, Bo à ce moment-là quitta joyeusement la pièce. L'homme, supposant que suffisamment de temps s'est écoulé, décide d'entrer dans la pièce. Fen était allongé sur le canapé, les lèvres gonflées, l'homme était effrayé par un tel spectacle. L'homme explique pourquoi le visage du gars est si enflé. Le gars explique cela en disant qu'il a été mordu par un chiot. L'homme comprend de quoi on parle et qu'apparemment c'est sa fille qui a mordu Fen. L'homme rit, se souvenant que Fen a toujours eu un tel caractère et une telle attitude envers tout. L'homme invite sa fille et Fen pour une conversation importante, où Yang montre le plan de la nouvelle maison. L'homme explique que cette maison est située dans un emplacement privilégié en face de la baie de Langtang, ajoutant qu'ils peuvent décorer cette maison dans des styles chinois ou européens. Fan serre la main de son beau-père, ajoutant qu'il prendra soin de sa fille. Bosé n'était pas satisfaite de cette situation, elle ne voulait pas déménager avec ce gars. L'homme sort et dit au revoir au couple. Fen trouvait étrange que son beau-père soit venu seulement pour discuter de la décoration de la maison et qu'il soit déjà en train de partir. L'homme ouvre lentement son véhicule et tente de monter dans la voiture. Un inconnu masqué sort des buissons et attaque l'homme. L'homme essaie de découvrir qui exactement l'attaque. Mais à ce moment-là, un inconnu pointe un pistolet sur la tempe de l'homme. L'inconnu le salue en tant que président Ouyang, notant qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Un inconnu prend un homme en otage et lui met un pistolet sur la tempe. La fille avait peur, les larmes montèrent aux yeux de Bo. La jeune fille décide d'aider son père en se dirigeant rapidement vers l'agresseur. Un inconnu masqué pointe une arme sur la jeune fille et lui demande de reculer, sinon il était prêt à tuer Bosé. Ouyang exige que sa fille ne s'approche pas et ne prenne pas de décision hâtive. La jeune fille retourne silencieusement à Fen, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. La fille prend Fen par la main, elle avait très peur. Bosé, les larmes aux yeux, demande au gars de l'aider et de faire quelque chose. L'inconnu ajoute qu'ils n'ont pas l'intention de tuer qui que ce soit, il était intéressé par l'argent. L'homme ajoute que Bosé devrait appeler la banque et retirer 50 millions pour la rançon. L'homme presse fermement le pistolet contre l'arrière de la tête d'Ouyang, ce qui lui fait ajouter que ça fait mal. Avec un visage en colère, Ouyang demande à l'agresseur de ne pas le blesser. L'inconnu commence à s'excuser, appelant Ouyang le président. Fen sourit à cette vue, car c'est la première fois qu'il voit un voleur être aussi poli. La jeune fille était paniquée et essayait de trouver le bon numéro à appeler. Fen pose sa main sur l'épaule de la jeune fille, il lui demande de ne pas s'inquiéter, car c'est lui qui décidera de tout. Avec un visage sérieux, Fen se dirigea vers le voleur, il était indigné que son beau-père ait osé utiliser ces faux voleurs pour le tromper. Le gars a ri en voyant ce que portaient les voleurs. Le gars a remarqué que l'un des agresseurs avait de nouvelles clés de voiture. Le deuxième portait les bas qu'il venait d'acheter, même l'étiquette pendait. Fen a également remarqué que les armes utilisées par les inconnus n'étaient que des contrefaçons. Le gars était très en colère contre tout le spectacle, il a expliqué pourquoi son beau-père essayait de le tromper. Les inconnus, sans quitter le personnage, précisent ce que Fen essaie de faire, il lui rappelle également qu'ils ont toujours des armes et qu'ils peuvent tuer Ouyang. Bosé demande au gars d'être plus prudent, Ouyang se joint également à lui et explique que les inconnus ont toujours des armes et que ce n'est pas sûr. Sans plus attendre, Fen passe à l'attaque, s'approchant rapidement de l'inconnu. Le gars s'occupe rapidement de deux voleurs, les faisant perdre connaissance. Ouyang n'a pas le temps de terminer sa remarque selon laquelle ils peuvent tirer, mais Fen a déjà réussi à disperser tout le monde. Ouyang regarda autour de lui avec confusion. Fen se tourne vers le président, il attend une explication, Ouyang tourne lentement la tête vers le gars. Feng ajoute que c'est la deuxième fois et que ça commence à le stresser. Ouyang était très confus, la sueur coulait sur son front, Feng ajoute qu'il a bon espoir. Après les paroles de Fen, Ouyang regarda le gars avec peur. Feng ajoute qu'il espère qu'il n'y aura pas une troisième fois, son visage était en colère à cause des événements récents. Ouyang tombe silencieusement à genoux, Fen se retourne et se dirige vers la maison. Bosé, voyant que son père va bien, se précipite dans ses bras. La fille aux yeux tachés de larmes était très effrayée, elle s'est plainte à son père de ce qui s'était passé. L'homme a noté que cette fois tout s'est bien passé grâce à Fen. Dans ses pensées, l'homme remarqua que Fen était assez dangereux et qu'il ne fallait pas jouer avec comme ça. L'homme raccroche après avoir terminé sa conversation avec les policiers, toute la famille est assise à une table commune. L'homme bâille de fatigue, Feng n'était pas d'humeur à parler. L'homme demande à sa fille de monter se reposer pendant qu'il discute des événements récents avec Fen en privé. La jeune fille, sans rien ajouter, se lève de table et se dirige vers sa chambre. Après avoir attendu que la fille monte à l'étage, l'homme décide de s'excuser auprès du gars pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Le gars arrête Ouyang, il lui explique que ça ne l'intéresse pas, mais il n'aime pas qu'on le prenne pour un imbécile. L'homme, ne voulant pas mentir, explique que même s'il a organisé tout ce cirque aujourd'hui, ces deux braqueurs ne sont pas ses employés. Feng, ne comprenant pas de quoi il parle, clarifie ce que l'homme veut dire. Se tenant le menton, Ouyang ajoute que ces deux personnes appartiennent à un autre président du groupe, Angel Foundation. L'homme les a déjoués et a mis en scène l'enlèvement comme un spectacle. Avec un sourire, Feng déclare qu'il a apparemment trouvé la vraie raison pour laquelle le gros homme Luo l'a envoyé en Chine. L'homme se lève de table, ajoutant que ce n'est pas si insignifiant,
car la situation en Chine est bien plus grave qu'il ne le pense. La sonnette a retenti, ce qui a distrait Ouyang et Fen. L'homme décide de vérifier qui est venu. Fen constate que la situation devient de plus en plus intéressante. Un officier entre dans le manoir en appelant l'oncle Ouyang. Elle est venue s'enquérir d'un incident récent. La jeune fille explique qu'ils l'ont appelé du poste de police et lui ont dit qu'un enlèvement avait presque eu lieu ici, alors Tan est venu personnellement pour tout savoir. La jeune fille remarque Fen assis sur le canapé, il regarda Tang calmement. La jeune fille pointa son doigt vers le gars essayant de comprendre ce qu'il faisait dans le manoir Ouyang. Le gars sourit et fait un signe de la main à l'officier, il était heureux de revoir la fille. La fille a demandé au gars de se taire, le gars ajoute que même s'il est heureux de voir la fille, si elle le traite à nouveau de menteur, elle poursuivra Tan pour calomnie. La fille était furieuse de la présence du gars, Ouyang demande à l'officier de se calmer et de résoudre la situation. En pointant son doigt vers Fen, la jeune fille essaie de comprendre pourquoi Ouyang est si calme et permet au gars de vivre dans son manoir. Le gars sourit, essayant d'appeler l'agent Tang. Le gars ajoute qu'en ce moment Bosé est fiancé et il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas vivre ici. La jeune fille était extrêmement effrayée, ouvrant la bouche à cause d'une telle sensation. La fille crie et demande si Bo est vraiment sa femme. Ouyang se tient silencieusement à l'écart avec le téléphone. Les mains de la jeune fille tremblaient de colère, elle ne croyait pas que Feng et Bo seraient fiancés. Tan se retourne et ajoute qu'il sera contre un tel mariage. Avec un sourire, le gars explique qu'il n'a pas besoin de la permission de l'officier, précisant qui la fille pense qu'elle est. Sans attendre de réponse, le gars accompagne Tan jusqu'à la sortie et l'emmène dehors. Le gars demande à Tan de rentrer chez lui et d'aller se coucher, la fille essaie de contacter le gars. Sans écouter la jeune fille, Feng ferme la porte devant l'officier. La jeune fille était très en colère contre l'action du gars, elle ne pouvait pas le supporter. La jeune fille a commencé à crier à la porte et à exiger qu'on lui ouvre. Le gars monte silencieusement dans sa chambre sans aucune réaction. Le gars entre dans sa chambre, sa tête était remplie de toutes sortes de pensées sur les événements d'aujourd'hui. Le gars saute sur le lit et essaie de s'endormir de bonne humeur. Feng remarque qu'il devient de plus en plus intéressant. Le gars remarque que la Fondation Angèle est une petite organisation. Le gars ne comprenait pas quels autres secrets cette organisation gardait. Feng sort un étrange téléphone de son sac, le gars veut contacter son amie, car elle travaille toujours sur une technologie sale à ce moment-là. Le gars se souvient que c'est cette fille qui a fait ressembler son téléphone à ça. Le gars compose le numéro de sa copine. Après quoi, l'écran du téléphone commence à afficher une image. C'était la silhouette de sa petite amie, Salut ATL Feng. La fille a remarqué que le gars ne l'avait pas contacté depuis longtemps, elle s'intéressait à la façon dont les choses se passaient à Zhonghe. Feng décide d'ajouter que la fille est une bonne hacker et qu'elle sait elle-même ce qu'il fait et ce qu'il fait en ce moment. La jeune fille était gênée par le compliment, elle demande au gars de lui dire exactement ce qu'il veut savoir. La jeune fille précise s'il souhaite qu'elle bloque tout le réseau d'information ou qu'elle mobilise le groupe de combattants le plus proche pour soutenir le gars. Se couvrant le visage, le gars demande à la fille de simplement consulter la Fondation Angèle pour lui. La jeune fille était bouleversée par un travail aussi simple, elle voulait un travail difficile, pas seulement 5 minutes. La fille demande d'attendre quelques minutes et elle enverra toutes les informations. Une fille assise derrière une centaine d'écrans commence à taper rapidement quelque chose sur le clavier. La jeune fille remarque qu'il s'agit d'une entreprise plutôt intéressante qui s'occupe de technologie génétique. La jeune fille ajoute que l'entreprise est également connue comme la légendaire technologie génétique humaine. Feng demande à lui expliquer plus en détail les enjeux. La jeune fille explique avec un exemple que ce que le gars a vu dans des films et des séries télévisées est ce que la recherche tente désormais de développer. La jeune fille termine en disant que s'ils réussissent, les gens pourront prolonger leur vie ou fabriquer des guerriers génétiquement modifiés. La jeune fille elle-même en fut surprise. Le gars comprend pourquoi il a été envoyé pour résoudre ce problème, car toutes les racines commencent à partir de là. Avec un regard sérieux, le gars remarque que tous les habitants de Zhonghe regardent la Fondation Angèle. Le gars regarde la fille en silence, continuant de réfléchir à toutes les options. La jeune fille se souvient de ce qu'elle voulait demander à Fen lors de leur rencontre. La jeune fille explique pourquoi sa maison est dirigée par une femme. La jeune fille essaie de savoir si Fen fait des allers-retours avec toutes sortes de femmes à Zhonghe. Le gars était un peu confus, ne sachant pas quoi répondre à cela. Avec un sourire, le gars ajoute que les enfants ne doivent pas s'immiscer dans les affaires des adultes, surtout en pleine nuit. La fille traite le gars de méchant et commence à piétiner le sol. Ne voulant pas continuer à écouter ça, le gars éteint le téléphone et le remet dans son sac. En se frottant les yeux, le gars traite la fille de petite sorcière. Après s'être déshabillé, Fen se couche et essaie de dormir. Avant de pouvoir s'endormir, Fen se rend compte que son dos le démange beaucoup. Le gars ne comprend pas immédiatement pourquoi tout son corps le démange autant, car dans une telle villa, il ne peut pas y avoir de moustiques ou d'autres parasites. Le gars décide d'inspecter tout le lit pour quoi que ce soit. Il remarque la même poudre dispersée par Bosé le premier jour. Le gars saute du lit à cause de la poudre, il suppose que c'est une farce faite à la même dame. Le gars enfile ses vêtements et se dirige vers le couloir. Un gars entre dans la baignoire avec le désir de laver la poudre de Galles. Alors qu'il est dans la salle de bain,
Le gars remarque qu'il sait à qui appartiennent les mains et c'est pourquoi la guerre vient de commencer. Bosé, incapable de continuer à deviner de quoi exactement Fen et son père ont discuté, décide d'aller voir le gars et de le découvrir. La jeune fille frappe à la porte de la salle de bain et demande si elle peut entrer, le gars laisse entrer la fille. La jeune fille était gênée par l'apparence du gars. Le gars se tenait devant Bosé seulement avec une serviette, il regardait la fille avec un sourire. La fille commence immédiatement à se couvrir le visage, elle ne comprend pas pourquoi le mec était complètement nu. Le gars prend la fille par les mains, montrant qu'il n'est pas directement nu, mais dans une serviette. La fille essaie de prendre du recul, elle précise ce que le gars essaie de faire. Fen s'approche trop près et se penche vers la fille. Fen se demande pourquoi la fille est arrivée si tard, en supposant qu'il lui a manqué. La fille rougit profondément, mais elle déclara que le gars ne lui manquait pas du tout. Incapable de supporter cela plus longtemps, Bosé écarte le gars. La fille se détourne, embarrassée, à cause de l'apparence du gars. La jeune fille remarqua que Fen était plutôt beau sans vêtements, car il avait un corps tonique et beau. La fille est assise au bord du lit du gars, les mains jointes, elle était intéressée par ce dont son père et Fen discutaient dans le salon. Le gars regarde la fille avec un sourire, il comprend que Beau avait complètement oublié son piège. Le gars a éclaté de rire, la fille a regardé le gars avec surprise. La jeune fille précise si son petit ami l'écoute, car elle a posé la question clairement. Le gars explique que son père a demandé à être plus compréhensif à l'avenir à cause de son mauvais caractère. La jeune fille, incrédule, demanda si son père lui avait dit autre chose. Le gars ajoute qu'il a également dit qu'il prendrait soin de la fille pour le reste de sa vie. Fen décide de demander une récompense pour avoir tout dit à Bosé. Une fille attaque un homme avec un oreiller. Mais à ce moment-là, Beau commence à ressentir quelque chose d'étrange. La jeune fille saute du lit et se rend compte que tout commence à la démanger. La jeune fille remarque de la poudre de gale à l'endroit où elle était assise plus tôt. Le gars propose d'aider la fille avec des démangeaisons sur tout son corps, la fille traite le gars d'imbécile. Le gars rit avec le départ de Bosé, la jeune fille quitte la pièce, confuse. Bosé prend un bain et réfléchit déjà à la façon dont elle va se venger du gars. Le gars s'endort rapidement et dort jusqu'au matin. Le lendemain matin, quelqu'un frappe fort et la jeune fille demande à Fen de se lever et d'ouvrir la porte. Le gars s'habille rapidement et descend les escaliers, il ne comprenait pas qui pouvait venir les voir si tôt. En ouvrant la porte, le gars remarque la jantant sur le seuil, Feng se demande pourquoi la fille est venue les voir si tôt le matin. La jeune fille vient au manoir, ajoutant que ce ne sont pas ses affaires. Bosé descend du deuxième étage et salue la fille, Tan explique la situation et qu'elle est temporairement sans abri et demande donc à vivre dans leur maison. Bosé lui permet de rester et de saluer son nouveau voisin, Tan demande si le gars fera quelque chose d'imprudent. Feng n'était pas très content de cette décision, il décide quand même de préciser si la fille va vivre dans leur maison ou si elle le harcèle à nouveau. Tan, avec un visage sérieux, clarifie ce que le gars n'aime pas dans le fait qu'elle vive ici. Fen répond silencieusement. Bosé prend sa sœur par la main et lui suggère d'ignorer Fen. La jeune fille tourne la tête et demande à Fen de préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Le gars explique avec indignation pourquoi il doit préparer le petit déjeuner. La jeune fille rappelle que Fen a signé un contrat qui stipule que le gars est obligé de préparer le petit déjeuner et de nettoyer la maison. Sans écouter le gars, la fille emmène Tan dans sa chambre. Fen se tient l'arrière de la tête, il se rend compte qu'il est devenu un cuisinier libre et qu'il a vraiment été trompé. Tan entre dans la pièce avec la valise, la jeune fille précise si Fen a dit qu'il était le cousin de son père. Les filles s'assoient sur le lit, Tan craignait que le gars se présente comme le fiancé de sa sœur. Bosé tombe sur le lit et explique que tout cela est arrivé à cause de son père. La jeune fille explique que tout cela se produit parce que Fen possède un grand nombre d'actions dans l'entreprise et qu'ils ont dû en faire un faux mariage. La jeune fille ajoute que son père essaie de tromper le gars et de restituer toutes les actions de l'entreprise, Tan essaie de sympathiser avec sa sœur. Bosé demande d'oublier le gars et de parler d'autre chose, car ils ne se sont pas vus depuis environ 2 mois. Beau se rapproche de Tan et demande si la fille a un petit ami. Tan regarde silencieusement le plafond, ne sachant que répondre. Tan retourne Beau et s'assoit dessus, elle traite la fille de petite douleur qui a eu le courage de demander ça. La fille a commencé à toucher et à chatouiller Bosé, voulant la taquiner. Beau commença à trembler, elle était très chatouilleuse à cause des mains de la fille. Bosé ajoute qu'il est très inquiet pour la vie personnelle de la jeune fille. Tan ajoute que seul celui qui est capable de la vaincre peut devenir son petit ami, c'est pourquoi tous les beaux mecs la fuient. Bosé ajoute que les filles ne doivent pas être invincibles, mais douces et féminines. Tan se tient au sommet, tenant la poitrine de Beau. Beau ajoute que sinon la fille restera seule et deviendra une vieille femme. Tan rappelle que Beau ment maintenant et étend son pouvoir, la fille décide de régler ce problème et de punir Beau pour son comportement. Avec un sourire, Bosé déclare qu'il n'a pas peur de la jeune fille. Tan s'accroche à Tan, disant qu'il lui montrera. Un Fen fatigué franchit la porte et dit que le petit déjeuner est prêt. Le gars a l'air surpris, ce que font les filles. Il était étonné que Tang soit au-dessus de Bosé dans une telle position. Tan, entendant la voix du gars, jette immédiatement l'oreiller après lui. La fille prend un autre oreiller, elle était furieuse que le gars soit entré sans frapper. Le gars explique en souriant qu'il est venu appeler les filles pour le petit déjeuner, et non ce qu'elles pensaient.
Se couvrant d'un oreiller, Fen remarqua que Tang avait une plutôt belle silhouette. Tang sort du lit et regarde Fen avec colère. Le gars a continué à rester debout et à regarder les filles, ce qui a également rendu furieux Bosé. Elle a ordonné au gars de quitter sa chambre. Après quoi, il se lève brusquement et jette un autre oreiller à la porte avec les mots « sortez ». Le gars dit au revoir aux filles avec un sourire, proposant de continuer sans sa présence. En sortant, le gars demande une fois de plus aux filles de ne pas s'arrêter et de continuer. Dans ses pensées, le gars remarqua que la vie dans le manoir deviendrait encore plus colorée. Le bureau de la Fondation Angèle était situé au centre-ville. L'un des agents du bureau précise si tout s'est bien passé. L'homme apprend au téléphone que 3 agents n'ont pas pu accomplir la mission et ont été emmenés par la police. Le gars ne comprenait pas comment ces agents ne pouvaient pas s'en sortir, car tous les gardes d'Ouyang étaient en vacances et il était complètement seul. L'homme au téléphone rapporte que l'inconnu vivant dans le manoir Ouyang a pu arrêter toute leur mission tout seul. L'homme ajoute que ce type est arrivé à Zhonghe il y a seulement 3 jours. Assis à son bureau, l'homme ordonne à ses subordonnés de tout savoir sur lui, car c'est le meilleur moment pour réaliser leur plan. Après avoir raccroché, l'homme a compris que ce ne serait pas si facile avec Ouyang. S'appuyant sur son fauteuil, l'homme évoque la chance alors qu'il réfléchit à son prochain plan d'action. En serrant les dents, l'homme constate que dans quelques jours la chance d'Ouyang ne l'aidera plus. À cette époque, Fen prend son petit déjeuner en silence dans le cercle familial pas très aimable. Tan lança un regard noir au gars à cause des événements récents. La jeune fille ne quitta pas Fen des yeux et mâcha furieusement la nourriture préparée. Le gars dans ses pensées a demandé à la fille d'arrêter de le regarder et de le laisser manger normalement. En soupirant, le gars ne comprenait pas pourquoi il recevait toute cette punition. Sans finir son petit déjeuner, le gars se lève de table. Fen ajoute qu'il est rassasié et met son assiette dans l'évier. Les filles ont continué à regarder le gars qui partait. Fen ajoute qu'il mange trop lentement. Tan ne pouvait pas pardonner au gars, elle a continué à le maudire mentalement pour aujourd'hui. La jeune fille le traite désormais non seulement de menteur, mais aussi de pervers et honté. Bosé ajoute que Fen est entré accidentellement et les a vus, car cela ne vaut pas la peine de tuer ce type. Tan se lève brusquement, indigné que ce ne soit pas seulement un regard, mais quelque chose de plus. Tang réfléchit un instant, suggérant que Bosé avait commencé à protéger Fen. Tan ajoute que Bosé est apparemment tombé amoureux de ce gars. La fille a crié vivement que cela ne pouvait pas arriver, parce que personne ne l'aimait. Tang en voulait toujours à Fen d'avoir profité d'elle alors qu'elle était distraite. Tan a annoncé avec enthousiasme qu'elle donnerait une leçon au gars aujourd'hui. À ce moment-là, Fen lui-même est sorti et a décidé de se promener. Tan se souvient du moment où le gars la regardait droit dans les yeux avec des yeux lubriques. La fille était toujours très excitée par ce que le gars pouvait voir, quand il entra dans la pièce. Frappant une pierre, Fen marcha dans la rue en se souvenant de l'officier Tang. Le gars s'est rendu compte qu'il n'avait vraiment pas le temps de voir quoi que ce soit. En soupirant, le gars a ajouté qu'il lui était difficile de vivre dans un nid d'amour avec une fille célibataire, car elle était comme une ampoule de 3 kW qui veillait sur lui. En passant devant la maison du professeur Mo, le gars remarque une voiture inconnue. Une voiture de sport rouge de luxe était garée devant la maison. À l'intérieur de la voiture était assis un homme vêtu d'un costume coûteux avec un énorme bouquet de roses. Le gars a noté en riant que l'homme trouvait ça cool de commencer à faire la cour le matin. En allant plus loin, le gars entend le mécontentement de son professeur lent. Fen se retourne, il lui semble que c'est plus qu'une simple cour. La fille essaie de comprendre ce que l'homme attend d'elle. Après tout, elle l'avait déjà refusé auparavant. La jeune fille explique que rien ne peut arriver entre eux. Les mains jointes, l'homme déclare qu'elle n'a pas le droit de décider de ce qui va se passer entre eux, car son père a perdu le contrat pour la fille. L'homme s'approche et propose de résilier le contrat de 5 millions de yuan, car c'est la somme de toutes les dettes de son père. La jeune fille regarde autour d'elle avec confusion, ne sachant pas quoi faire. La jeune fille déclare qu'elle paiera à l'homme la totalité de la dette de 5 millions, mais exige qu'il cesse désormais de la poursuivre. L'homme déclare en riant que cela représente un coût très élevé, car elle n'est qu'une enseignante. Il n'était pas non plus content qu'une simple fille le refuse. Miss Lan ne sait pas comment réagir à cela, elle réfléchit à la manière de sortir de cette situation. Fen décide de venir aider le professeur Mo, l'appelant sa femme. Le gars se tient devant l'homme et lui rappelle que la femme a mal à la jambe et qu'elle ne devrait pas marcher seule, car ça fait très mal. Le gars prend la fille dans ses bras et la soulève. Fen ramène la fille à la maison en lui disant qu'il l'aidera et portera Miss Lan jusqu'au lit. L'homme était très en colère contre cette situation et lui a crié dessus. Fen se retourne et déclare que l'homme est venu avouer l'amour de sa petite amie, mais il n'a pas demandé qui il était. L'homme précise que Miss Lan est sa petite amie. Fen ajoute que le gars ne peut pas voir. L'homme l'examine complètement et ne comprend pas du tout pourquoi il est si spécial. Avec moquerie, l'homme pointe le gars du doigt, le traite de voyou et demande à Mo Lan de s'expliquer. Avec un sourire, Fen ajoute qu'il est amusé par l'homme qui le traite de chiot. L'homme était très en colère, il ne comprenait pas qui était Fen pour Mo Lan. D'un mouvement habile de la main, Fen coupe le pantalon de l'homme, notant que même si l'homme est riche, il pouvait se permettre un pantalon normal. L'homme regarde son pantalon et remarque un énorme trou. Les sous-vêtements du mec sont visibles à travers la fente, ce qui le rend très gêné. Fen remet rapidement son couteau dans sa manche.
L'homme couvre sa nudité, Fen se moque des sous-vêtements sur le thème de Superman, les qualifiant de bon choix. L'homme, continuant à se couvrir, pointe du doigt le couple, il assure qu'ils paieront pour une telle humiliation. L'homme au sourire lui rappelle également qu'il a toujours un contrat pour sa vie avec le père de la jeune fille. Fen bombarde l'homme de manière moqueuse avec diverses provocations et explications sur les raisons pour lesquelles il ne contrôle pas la vie de Molan. L'homme reste confus et regarde silencieusement le couple qui s'en va. Fen demande à la jeune fille de ne plus s'impliquer avec des hommes douteux à l'avenir, car la folie est contagieuse. La fille est timidement d'accord avec le gars. L'homme regarde par la fenêtre avec indignation et regarde le couple monter au 2e étage. Un homme menace un couple de les tuer, l'homme ne pouvait plus contrôler sa colère. La jeune fille vivait dans le même immense manoir que la famille Ouyang. Molan était toujours allongé dans les bras de Fen, la fille était confuse. Avec un sourire, Fen demande à la fille de ne pas le regarder comme ça, car lui-même va bientôt commencer à se sentir timide. La fille rougit et renvoie le gars, mais le trouve aussi trop mignon. Le gars prend la fille par la main et s'approche du visage de la fille. La jeune fille, confuse, précise ce que Fen essaie de lui faire. Sans plus attendre, le mec embrasse la jeune fille, ce qui la choqua énormément. Dans ses pensées, la jeune fille ne comprenait pas comment le mec avait osé l'embrasser sans permission. La fille attrape le gars par l'épaule et ne le lâche pas. C'était un baiser assez long, la fille en était contente. La fenêtre de la pièce où se trouvait le couple s'ouvrit et le rideau se mit à battre violemment. Fen note que c'était gênant, notant que c'était le premier baiser de la fille. La fille se détourne, elle se demande quelle expérience Fen avait. Dans ses pensées, la jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle avait embrassé un étudiant. La fille a remercié le gars de l'avoir sauvée, car elle ne savait pas ce qui lui serait arrivé si le gars n'était pas arrivé à temps. L'an ajoute que Fen a offensé Xiao Yuan aujourd'hui et que maintenant le gars a de gros problèmes. Le gars rit et explique que tous ses amis le traitent d'homme à femme. Cela a beaucoup fait rire la jeune fille, car elle est vraiment en partie tombée amoureuse de lui. L'an s'inquiète pour Fen, car Xiao cherchera des occasions de se venger de ce gars. La fille ne voudrait pas que Fen ait des ennuis à cause d'elle. Fen demande si la fille le connaît et de quelle famille il vient. La jeune fille ajoute que la famille du gars est très riche. Après tout, à Zhonghe, la ville est divisée en familles et Xiao ne fait pas exception. Le gars ne comprend pas très bien de quoi Molan parlait tout à l'heure. La jeune fille explique qu'il s'agit de 4 familles intouchables à Zhonghe et que l'enfer de la partie orientale de la ville appartient spécifiquement à la famille Xiao. Les tigres occidentaux sont le gang de Xionghu, tous étaient des meurtriers et des contrevenants. La jeune fille mentionne également des chutes de neige dans le sud, ce que Fen connaît bien. La famille Ximan est en charge de cette zone, ainsi que les anciennes du nord de la ville, c'est l'ancienne famille Zhonghe. Le gars remarque qu'en 3 ans à Zhonghe, le pouvoir de la ville a beaucoup changé. Fen est également intéressé, puisque l'on connaît la famille Xiao, il avait besoin de découvrir ce qu'il faisait. La jeune fille explique que la famille Xiao est officiellement active dans le secteur du divertissement à Chenghe. Mais si vous en apprenez davantage sur cette famille, vous comprendrez qu'elle ouvre en réalité secrètement d'innombrables casinos illégaux. L'on ajoute qu'il y a tellement de casinos souterrains qu'on peut en trouver n'importe où dans la ville. En tenant le menton du gars, tout devient désormais clair. Fen se souvient que Xiao avait un contrat de vente parce que le père de Lan était endetté. La fille demande à quoi pense le gars avec un sourire si effrayant. S'étirant, Fen se lève rapidement, il déclare que la jeune fille ne devrait pas s'inquiéter. Avec un sourire, le gars déclare qu'il n'a pas assez d'argent et qu'il ira donc au casino et gagnera de l'argent. La fille n'était pas satisfaite de la décision du gars, elle n'était pas prête à le laisser aller au casino. Fen demande à la fille de se calmer, car ce n'est qu'un casino souterrain ordinaire. Fan ajoute qu'il est normal que les jeunes deviennent fous de temps en temps. La fille tient bon et ne veut même pas écouter, Lan essaie d'interdire au gars d'aller au casino. Fen s'approche et se penche, il demande si la fille a une bonne raison pour qu'il n'aille pas au casino. La jeune fille était très gênée et rougit, elle lui rappelle qu'elle est son professeur et qu'elle ne peut pas permettre à l'élève de s'engager sur une pente glissante. Fen déclare que la fille ne pourra pas le convaincre en tant que professeur, mais que si elle devient sa petite amie, elle pourrait résoudre ce problème. En se détournant, la jeune fille déclare que personne ne voudrait devenir sa petite amie. La jeune fille a commencé à réfléchir à des idées alternatives. La biche suggère que si le gars envisage d'aller au casino, il doit l'emmener avec lui. Le gars baille et rappelle que la fille a des problèmes avec sa jambe. La jeune fille se lève du canapé et fait de manière démonstrative plusieurs cercles devant Fen. La fille montre qu'elle n'a aucun problème avec sa jambe, croyant ainsi que le mec est obligé de l'emmener avec lui. La biche trébuche et commence à tomber, incapable de rester debout. Fen parvient à attraper la fille pour qu'elle ne tombe pas sur le carreau. Le gars prend la fille dans ses bras et lui demande de ne pas s'inquiéter, car il peut y aller lui-même. Fen met la fille sur le lit et la laisse se reposer. Fen dit au revoir à Lan et lui demande de se reposer aujourd'hui pendant qu'il vaque à ses occupations. Le gars se dirige vers la sortie, mais la fille lui demande d'attendre, Fen s'arrête. La fille se retourne et s'adresse au gars. Fen précise exactement ce que la fille veut lui dire. La jeune fille explique timidement qu'elle n'a pas pris de douche ni changé de vêtements depuis hier. La biche détourne le regard et demande au gars d'attendre et de l'aider. Fen confirme avec un sourire qu'il est toujours prêt à aider à prendre une douche,
et il est également prêt à déshabiller la fille. La fille explique avec colère qu'elle demande seulement au gars de changer le bandage. Le gars regarde la fille bouleversée, Fen ne s'attendait pas à ça. Fen enlève lentement le bandage de la jambe de la jeune fille. Après cela, Fen applique de nouveaux bandages sur la blessure de la jeune fille. Ayant terminé, Fen se dirige vers la sortie et dit au revoir à Lan. Après que le gars soit parti, la fille se déshabille et se dirige vers la douche. La jeune fille prend un bain et réfléchit aux événements récents. Lan a étonné Fen, elle ne comprenait pas qui était vraiment ce type. Tous les étudiants se sont réunis à l'université pour leur premier cours. Fen marchait également sans aucun manuel. De nombreux étudiants ont prêté attention à l'apparence de Fen. L'autre moitié des étudiants chuchotaient, car Fen était devenu le nouveau fiancé du légendaire Ouyang Bose. Les deux voyous ont dit que Fen ressemblait à un mendiant et que quelqu'un comme lui ne devrait pas être près d'Ouyang. Les gars appellent la fille leur déesse, ne comprenant pas exactement ce qu'Ouyang pouvait voir chez un gars aussi pathétique. En serrant les dents, Fan était indigné que les pathétiques voyous crient quelque chose après lui. Les membres du club de karaté ont rapidement commencé à se rassembler devant le visage. Une foule de gars entourait Fen et le regardait. Fen se tenait calmement et attendait que les gars fassent le premier pas vers lui. L'aîné de tous les karatékas précise si Fen est le bon. Fen tient silencieusement les gruques dans sa poche et n'y réagit en aucune façon. De nombreux étudiants se rassemblent pour assister au spectacle. Tout le monde a compris que le club de karaté punirait le gars. L'un des spectateurs a noté que ce serait spectaculaire de voir comment le gars serait battu. Fen sort lentement une cigarette et l'allume. Fen confirme qu'il est Zifeng, mais il ne comprend pas ce qu'ils attendent de lui. L'aîné se présente ironiquement comme le vice-président du club de karaté et explique qu'il est venu ici pour une chose. Fen explique calmement pourquoi il l'a contacté. Leto s'approche trop près et pointe Fen du doigt. Il ajoute qu'il a croisé leur chemin et qu'il est le fiancé de la fille que leur président aime bien. Par conséquent, ils puniront le gars pour une telle imprudence. Deux karatékas lèvent la main, se préparant à riposter. Les gars entouraient toujours Fen et se moquaient de sa situation pitoyable. Fen, une cigarette à la bouche, décide de clarifier ce qu'ils veulent lui dire exactement. Cela a choqué toutes les personnes présentes, car elles prévoyaient de le combattre. Le vice-président, ne sachant que répondre à une question aussi stupide, ajoute qu'il n'allait rien dire. Dans ce cas, Fen demande à s'écarter de son chemin, car pour le moment, il n'a ni classe ni le temps de se disputer avec une bande de connards. Vice précise que c'est tout ce que le gars voulait dire, parce qu'ils sont venus ici pour se battre. Le reste des étudiants soutient l'idée et invite Fen à se battre pour son amour et à ne pas partir en disgrâce. L'un des membres du club de karaté demande s'ils laisseront Fen partir si facilement. Cela ne convenait pas du tout à Vice et il décide de le confronter lui-même. Vice bloque la route avec son corps, disant qu'il ne le laissera pas passer sans se battre. Imperturbable, Fen traite tout le club de karaté d'idiot pathétique. Vice commence à pointer du doigt Fen et à l'accuser de faiblesse. Fen regarde silencieusement le vice-président parlant du club de karaté. Aussi silencieusement, le gars saisit d'une main le doigt de Leto. Puis, du même léger mouvement de la main, il se casse le doigt. Le gars en larmes lui prend la main et crie de douleur. Sans attendre, quand le gars reprend ses esprits, Fen met le vice de côté. Fen ajoute que c'était une petite leçon pour lui et qu'il ne devrait pas s'y associer, car la prochaine fois ce sera bien pire. Le vice est lentement entouré de tous les membres du club de karaté, il s'inquiétait de l'état du gars. Vice se relève difficilement et ordonne aux autres d'achever Fen immédiatement. Tous les karatékas attaquent soudainement un Fen. Fen jette sa cigarette pour donner une autre leçon. En soupirant, le gars ajoute sarcastiquement qu'il a très peur à la vue d'une telle foule. Fen les encourage à attaquer, les traitant de drageons. Vice était étonné de la façon dont Fen gérait chacun de ses gars. Le club de karaté tout entier fut vaincu et ils gisèrent tous sous les pieds de Fen. Fen continue de marcher vers le bâtiment universitaire. En chemin, je m'arrête pour allumer une autre cigarette. Fen traite tous les membres du club de karaté de racailles pathétiques. Toutes les personnes présentes ont été émerveillées par une telle force et une telle endurance. Vice a essayé de s'éloigner de Fen avec peur. Fen sourit de ses faibles compétences en arts martiaux. Pendant longtemps, la foule entière n'a pas pu reprendre ses esprits et comprendre comment Fen a réussi à faire cela. Tout le monde commença à chuchoter entre eux, remarquant la force de Fen. Certains ont blâmé le club de karaté et sa faiblesse, d'autres ont noté que Fen était en réalité trop fort. Une fille debout parmi la foule a remarqué qu'un gars aussi fort devrait figurer dans le classement des forces de l'école. La fille aux cheveux bleus se demandait ce qui lui avait manqué pendant les quelques jours où elle avait été absente de l'école. En regardant Fen partir, la jeune fille voulait faire entrer un tel maître dans son club d'arts martiaux anciens. Incapable de ramper plus loin, le vice a demandé à Fen de ne pas s'approcher de lui. Le vice-président a rappelé que c'est une université et qu'on ne peut pas plaisanter comme ça ici. Avec un sourire, Fen regarde le gars effrayé. Fen remarque une étrange fille parmi la foule, mais n'ose pas s'approcher. La fille se tourne la première et demande à attendre Fen. La jeune fille demande à quitter le club de karaté tranquille cette fois. D'autres personnes présentes ont reconnu la jeune fille, car c'était Miss C. La fille ne va pas très souvent à l'école, mais tout le monde la connaissait très bien. Tous les étudiants étaient étonnés que les deux déesses aient un lien de parenté avec Fen. Fen, une cigarette à la bouche,
regarde la jeune fille en l'appelant 11. Le gars se rend compte que même si elle lui ressemble, cette fille est un peu plus âgée, en supposant qu'elle soit de leur famille. La jeune fille s'approche lentement de Fen, lissant ses cheveux luxueux. La jeune fille tend la main en guise de salutation. Mademoiselle 11 salue Fen et indique son nom complet, Ximan Puxu, se présentant comme la directrice du club d'arts martiaux anciens. Le gars remarque que la fille est en réalité Ximan de la famille Ximan des chutes de neige. Fen tend gentiment la main et salue la jeune fille. La fille essaie de serrer la main du gars, mais elle échoue complètement. Le gars remarque avec un sourire que la fille a des mains lisses et douces et ne ressemble pas à quelqu'un qui pratique les arts martiaux. Les gens qui regardaient tout cela étaient étonnés d'une telle impudence, car c'était une insulte directe à la déesse. Certains ont suggéré que le gars essayait de séduire la reine directement à l'université. La foule, regardant cette longue poignée de main, croyait qu'après cela, il deviendrait définitivement un homme mort. Fen sourit silencieusement à la fille avec une cigarette à la bouche. Miss C était très ennuyée par cela, surtout que le gars essayait de la harceler. La jeune fille ne pouvait pas non plus accepter que le garçon la juge par une simple poignée de main. Avec un visage sérieux, Fen a également noté qu'il ne savait pas à quel point la fille était sauvage, voulant continuer à jouer avec elle. Après cela, il y eut une bataille de vues et une tempête se forma autour d'eux. Pour le reste de la foule, il semblait que Fen et Miss 11 étaient tombés amoureux au premier regard, c'est pourquoi ils sont restés ensemble si longtemps. Les filles ont remarqué qu'il s'agissait du même coup de foudre légendaire, les gars ont continué à regarder ça en silence. Le gars commençait déjà à bâiller parce que la fille ne lâchait pas sa main. Elle essayait toujours de montrer sa force dans la poignée de main, mais tout était égal. La fille comprend qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais le gars était trop frivole dans son expression. Fen a néanmoins décidé de clarifier comment exactement la fille aux mains si douces et lisses s'est entraînée. Le gars lâche la main de la fille, attendant une réponse. La jeune fille remarque que Fen est véritablement une experte dans son domaine, ce qui l'amuse. Fen décide de sentir la main de la jeune fille tout en complimentant Miss 11. La jeune fille décide néanmoins d'inviter Fen dans son ancien club d'arts martiaux, car c'est l'un des 3 meilleurs clubs de l'université. Beaucoup ont été étonnés que la jeune fille ait invité un gars discret dans un club d'arts anciens aussi populaire. Le responsable du club de karaté sort pour voir ce qui se passe. Il pense que si Fen rejoint l'ancien art club, ils ne pourront rien y faire. Les gens dans la foule ont remarqué que Feng s'était trouvé un allié assez puissant. L'un des membres du club de karaté en informe le vice-président, car ils ne peuvent pas lui permettre de rejoindre le club des arts. Vice demande au gars de se taire, lui rappelant de quoi il parle maintenant. Fen se tourne vers Miss 11 pour lui demander si cela lui sera bénéfique, car ce sont eux qui en ont besoin. La jeune fille demande de quel genre d'avantage Fen parle maintenant. Un gars dans la foule précise que Fen veut gagner quelque chose en rejoignant l'ancien club d'arts martiaux. Les gens ne pouvaient pas croire que ce type recherchait un avantage quelconque, car tout lui serait accessible et il n'aurait même pas besoin d'aller à l'université. Fen, se tenant l'arrière de la tête, lui demande d'oublier cela, car il refuse une telle offre en raison de contraintes dans les actions futures. Fen dit au revoir à Miss 11, la qualifiant de beauté, ajoutant que s'ils se rencontrent à l'avenir, ce sera le destin. Sans attendre de réponse, Fen s'éloigne lentement vers le bâtiment. La jeune fille n'était pas contente de cette situation, car personne n'avait jamais osé la confronter auparavant. Des combats réguliers ont lieu dans la salle du club de karaté. Le chef du club était assis à sa place habituelle avec un rapport de son vice-président. En arrivant à la salle, le vice explique que le gars est trop dangereux et qu'il devrait lui donner une leçon, car Fen considère leur club pathétique. Le chef était étonné que Fen réussisse seul contre 8 personnes, le gars remarque qu'il attendait un petit coup boutonneux. Maintenant, le gars comprend pourquoi Ziming ne pouvait rien faire à ce type. Le chef reste assis en silence, se demandant quelle devrait être la prochaine étape. Le chef appelle son vice pour une conversation. Le gars murmure quelque chose à son vice, ce qui le fait hocher la tête d'un air approbateur. Le gars pense que c'est une très bonne prochaine étape, il a remarqué le génie de son chapitre. Le chef explique, les mains jointes, que même s'ils sont une balle de karaté, ils doivent quand même parfois faire appel à leur intelligence. Le chef n'arrivait toujours pas à croire que Fen était capable de vaincre 8 de ses hommes. À l'étape suivante, le gars se demande si Fen sera capable de s'en sortir. À ce moment, en marchant dans la rue, Fen éternue bruyamment. En s'essuyant le nez, Fen suppose qu'une de ses filles se souvient de lui. En descendant la rue, Fen commence à s'étirer. Plusieurs filles passent devant le gars, ce qui l'amuse beaucoup. Fan note que c'est la meilleure université qu'il ait fréquentée. Le gars regarde les filles avec une vision périphérique. Le gars ajoute qu'il y a beaucoup de filles sexy à l'université, s'éclaircit la gorge. Fen change et appelle ça une atmosphère de jeunesse. À ce moment-là, quelqu'un commence à appeler le téléphone du gars. Fen ne comprend pas qui peut l'appeler, car le gars n'a jamais vu ce numéro auparavant. Fen a continué à marcher dans le parc. Le gars décroche le téléphone et précise qu'il a appelé. En larmes, la jeune fille a précisé si c'était Feng, car 3 ans s'étaient déjà écoulés et le gars était revenu. La jeune fille ne pouvait contenir sa joie que le gars soit enfin rentré chez lui. Le gars, essayant de consoler la fille, lui demande de ne pas pleurer, car il est vraiment revenu.
La fille essaie de savoir où se trouve exactement le gars maintenant pour pouvoir venir le rencontrer. Le gars n'ose pas tout de suite dire où il se trouve exactement. Mais Fen explique quand même qu'il est à l'Académie chinoise des arts. La jeune fille ajoute qu'elle sera bientôt là et raccroche. La jeune fille appelle son majordome pour préparer la voiture au départ. Le gars ne comprenait pas pourquoi la fille avait un besoin si urgent de lui. Fen remarqua que rien n'avait changé depuis si longtemps, car la jeune fille avait toujours été impatiente. À ce moment, une fille court à côté du gars. Fen regardait son téléphone à ce moment-là. La fille percute le gars et tombe au sol devant lui. La fille crie avec colère après le gars. Fen reste immobile, perplexe. La fille se tourne vers le gars. Elle se demande pourquoi le gars ne regarde pas où il va. Après tout, elle essayait de le contourner. Fen se réveilla en un instant et réalisa ce qu'il devait faire en premier. Des étincelles sont apparues dans les yeux du gars et de la vapeur est sortie de son nez. Fen lui tend la main et lui demande pardon pour un tel malentendu. Fen s'excuse à nouveau et propose de se faire pardonner autour d'une tasse de café, traitant la fille de beauté. La jeune fille détourne le regard et demande d'oublier ce malentendu. La jeune fille essaie de partir, ajoutant qu'elle n'est pas du tout intéressée par de telles choses. À ce moment, un gars court en appelant la fille Feifei. Le gars, essoufflé, rappelle la fille en attendant une réponse. Le gars lui demande d'attendre et d'arrêter de courir si vite. La fille, se couvrant le visage, traite le gars d'idiot, car elle en a marre qu'il court toujours après elle. Le gars regarde la fille avec des yeux affectueux, l'appelant par son nom. Fen, les mains dans les poches, regarde le gars en silence. Le gars n'était pas du tout content de la présence de Fen, alors il demande immédiatement à la fille de s'expliquer. La fille observe que le gars a commencé à se disputer avec quelqu'un et a décidé d'en profiter. La fille a remarqué que c'était une bonne chance, car le gars avait tout mal compris. Fen essaie de comprendre ce que le gars essaie de lui demander. La jeune fille s'approche lentement de Fen. La fille serre la main de Fen, l'appelant son petit ami. Fen regarde Feifei d'un air interrogateur. La jeune fille commence à presser fermement son corps contre la main de Fen. Puis elle posa la tête sur son épaule. Fen était d'accord avec ça. Fen se demande exactement ce que l'inconnu voulait de lui. Le gars avec la flamme dans les yeux a compris qui était Fen pour la fille. La fille explique au gars qu'elle a déjà un petit ami et que c'est Fen. La jeune fille demande au professeur Van d'arrêter de la harceler à l'avenir. Feifei ajoute que sinon son petit ami se mettra en colère et qu'il y aura une conversation sérieuse. Fen comprend qu'il devra être un autre défenseur aujourd'hui. Le professeur Wang n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il avait entendu, il ne reconnaissait pas Fen comme le même type. Le gars a regardé Feng dans les yeux avec colère. Fen ne comprenait pas ce que le gars essayait de réaliser. Fen suppose qu'il a le visage d'un homme à femme, car il n'y a aucune autre raison pour laquelle les filles le poursuivent constamment. Van déclare avec indignation que la jeune fille n'a pas le droit d'avoir un petit ami à l'université. Pointant du doigt Fen, il constate qu'il s'agit surtout d'un mendiant. Fen était furieux après avoir été accusé d'être un mendiant. Fen décide de répondre en ajoutant que ce ne sont pas ses affaires que Feifei veuille ou non un petit ami. Le gars était également ennuyé que le professeur Wang mette beaucoup de pression sur la fille. Le gars souligne également qu'ils sont dans une université où tout le monde est déjà adulte, donc il n'est interdit à personne d'avoir un petit ami ou une petite amie. Le professeur Wang déclare que la fille est dans le département de théâtre et qu'elle deviendra une grande célébrité à l'avenir. Elle ne devrait donc pas avoir de relation ou de vie intime, car c'est la règle principale. L'homme ajoute qu'il envisageait de considérer Feifei pour le rôle principal de sa série, mais hélas, à cause de ce qu'il a vu maintenant, il devra chercher d'autres options. La jeune fille demande si ce que dit l'homme est vrai. L'homme déclare avec un sourire que c'est la vérité la plus pure et que son comportement est très adapté au futur personnage principal, notant que ce rôle pourrait être le point de départ de sa carrière. Le professeur Wang, pointant du doigt Fen, exige que la fille quitte le gars et qu'il abandonne ensuite le rôle. Avec un sourire, le gars a noté que si la fille rompait avec Fen, elle pourrait mettre Feifei entre ses mains.